Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 101, comme les 101 Dalmatiens évidemment, classique de Disney. Comme First in Twitch, non. First in 101. Ok, bientôt le feat. Appelez-nous. Dis dans l'oreillette que... Non. Ça va les gars, vous êtes en forme? Ouais, ça va. On est là. Julien, je te demande pas. Brad, toi ça va? T'as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end. T'es en vacances? Ouais, j'ai mangé des bolognaises et ce qu'on appelle des tagliatelles al ragout. C'était très bon. Je me suis fait al ragout. C'est des bolognaise. Ouais, mais ça s'appelle tagliatelles al ragout. Mais vous êtes fous quoi. C'était vraiment bon. J'ai mangé des sandwichs mortadelle. Oh, de la mortadelle fraîche avec des tomates bien assaisonnées, de la mozza et tout. Incroyable. J'ai mangé ça, des macarons. T'as mangé? Ouais, je dis gars, c'était tout hein. On n'est pas dans Top Chef là. Ok. C'est comme ça. Moi Julien, je pense que ça va, hein. Voilà, on va parler de ton week-end, ça y est. Et Mais on ouais, va je parler comprends, il y a quoi lui? T'as pas passé un bon week-end? T'as pas gagné? Si, j'ai gagné. Ah bah Bah voilà, c'est bon. Mais les potes de Brad, ils peuvent pas faire le taf. Comment ça, peut de droite, Et oui, merci beaucoup à Yakuba et vraiment toute l'équipe de Bondy. Je vous aime. Les jeux contre des U18 de Massy, vous avez même pas pu gagner ce match. Grâce à vous, on remonte en R1. Voilà, après 2 années, c'était long, mais merci. Et toi, Ozan, tu montes? Je sais pas, peut-être. S'il y a envahissement de terrain la semaine prochaine que PBA prend une pénalité, peut-être que... Le scénario, vraiment. Je pense que ça ne va pas arriver. Peut-être que si la Prénat veut repasser à ses équipes, Ouais. Peut-être que Et c'est bon, voilà, en tout cas, on alors, lance la campagne de recrutement, on cherche tous les postes. Voilà, Non, venez à ça, c'est Carpentier, mercredi 19h30, venez vous chercher des entraîner. postes 1-2. Ouais, toujours. Vas-y, hein, ça va passer. Hugo, tu diras? Hugo, il est en train de botter les fesses de tous les 18 France, de France, avec son équipe U18 région, et il a pas le temps de regarder QLS. Ils ont fait un tournoi là, et il y avait que des U18 France, ils ont mis 40 points à tout le monde. Bien joué, Hugo. Envoie des joueurs. Gros, quand les 18 ils vont arriver, je vais aller m'asseoir sur le banc, on dirait. Bref, parlons d'Euroleague, parce que là l'intro est un peu longue. Bien. Il y aura des choses à dire, parce que cette semaine il y a eu quand même un gros match. De ouf. Ah oui. Hein, on va parler, Non, discuter. Zola. Oui, très bien. Aujourd'hui, programme assez chargé quand même. On a pas mal de news, il y a plusieurs news. On a le débrief du coup du Game 5 entre Valence et le Pana. On a les previews du Final Four et on a le retour de la question de la semaine. Parce que j'avoue, je croyais que l'émission allait être light, mais en fait non. Donc j'ai quand même posé une question. Enfin, j'ai quand même posé des questions et on a eu quelques questions qui sont arrivées. Vous êtes chaud pour l'émission? Vous avez Bien préparé sûr. vos notes? Ouais. Vous avez des choses à dire? Oui. Avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Merci pour l'épisode 100. On a fait 57 likes, je crois, ce qui est Ouais. pas loin du record. Pas On loin. est loin des 100. Donc, Les 100, les gars, les 100, Ozan en boubou. Voilà. Le boubou est là, il est juste froissé, mais C'est vraiment là. il était prêt, mais il n'y avait pas assez de likes. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de suivre les comptes Instagram et TikTok avant qu'ils sautent, parce qu'il y a 95% des vidéos que j'ai sur TikTok qui ont été strike par l'Euroleague. Euroleague, s'il te plaît. Euroleague, pitié Euroleague. Pitié, Euroleague, pitié. Donc voilà, on est parti. On est Let's parti go. tout de suite sur les news. Dans les nouvelles, comme chaque semaine, depuis 2-3 semaines, on va commencer par parler par les rumeurs de transfert. Il y a quelques rumeurs plutôt intéressantes, en tout cas moi je trouve intéressantes. Je sais que Brad il va pas vouloir en Bah, parler. partisan. C'est toi qui vas me parler. Vas-y, Le enchaîne. projet. Putain. Harmony Brooks, MVP de Ligue italienne de basketball. Ah, mais le joueur de basket, moi j'adore. Ok, Il est très exceptionnel. Et du coup, et qui a apparemment signé au Partizan. J'ai trop l'aine. J'ai trop l'aine. C'est un joueur de basket que je trouve qui est sous-coté en Euroleague. Là, il était à Milan. Il a souvent des crises d'adresse. On l'a vu avoir des crises à 3 points. C'est un mec qui est soyeux, qui peut pénétrer, mais beaucoup dans le tir extérieur. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui en plus qui est assez grand sur le poste 3. Peut jouer 4, mais plus un vrai poste 3. Hein? Quoi? Tu vois c'est qui Harmony Brooks? Bah, Ouais. alors, je te dis, peut jouer 4. Tu peux jouer 2, d'accord, mais 4, je vois pas où est-ce que tu vois que c'est un 4. Peut jouer 4, mais Pas plus... jouer 4, Il peut jouer 4, mais c'est vraiment plus un poste 3, c'est exactement ma phrase, je vois pas pourquoi tu t'es enflammé. parce que c'est vraiment un 2, mais bon, ok. Ouais, pas trop, hein. Il le fait jouer à côté de Shamon Shields sur le poste 2. Bah, c'est un 3, frère. C'est un 3. Oui, mais du coup, mais
je vois plus Shavon Shields être sur un poste 2, avoir du dribble, de la création, et Harmony Brooks être plutôt dans du tir extérieur, même des fois dans de la percussion, que l'inverse. Mais Bah justement, attends, on est d'accord que le poste 3 c'est le mec polyvalent qui est capable de poster, de driver et tirer, et que le poste 2 est plus sur du pick and roll, du dribble et du tir à 3 ce que points. je vois Shavon Shields faire, plus qu'Harmony Shavon Brooks. Shields poste plus que Harmony Brooks. Ouais. Petit flotteur. Je suis pas forcément d'accord avec ça, Ok, mais si soit. tu veux, Bref, on va pas commencer oui. l'émission comme ça, Bref, mais... on s'en fiche, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais en tout cas. Qui rejoint le super projet du parti. Bah, exactement, le parcours du partisan, voilà. Franchement, en fait, j'attends de voir l'équipe du partisan, parce que ça se trouve, l'équipe va être bien. Hein. Bah, Bah, ils sur ont- le papier, elle va être bien, mais ils ont toujours une bonne équipe sur le papier. Après, comment c'est coaché? Coaching. Et comment ça faut s'appelle en regarder. plus, il y a l'autre là qui a signé au POC du partisan. Calates. Ouais, Calates. Qui part du Qui partisan. part du partisan pour aller au POC. Donc, Galatas, on l'aime bien, mais ça y est. Oui, non, mais c'est bon, fallait pas Merci l'ancien, merci. Voilà, Merci merci. pour ça. Voilà, merci pour Merci ça. ancien. Cette année, Harmony Brooks, c'est 38 matchs, donc il a joué tous les matchs, 22 minutes, 13 points à 51% au tir, 41% à 3 points, 82% au lancer, 10,5 déval. Voilà, c'est un... C'est un vrai bon joueur de basket, hein. C'est un vrai bon joueur de basket, c'est un vrai bon joueur de Euroleague. C'est vraiment un joueur sous-côté, je trouve. Après Milan, ça fait quelques années. Merci Ettore Messina d'avoir libéré l'équipe, mais et ça allait mieux sur la fin de saison. moi je aussi. pense que Milan, s'ils arrivent à... Parce que là, il y a quand même un nouveau souffle avec le nouveau coach. Oui, complètement. On va voir l'année... Alors, quand ils repartent de 0, on va voir ce que ça peut donner, parce que c'est une équipe qui a de l'oseille et qui, sur le papier, a toujours un bon effectif. Hein. Mais complètement. Donc c'est pour ça que je dis à voir ce que ça va donner. Mais bon, le projet du partisan avec Harmony Brooks, voilà. Très bien. On a ensuite, comme on a Chelsea qui intéresse les deux équipes serbes, soit le Partizan, encore une fois, soit l'Étoile Rouge. Bon, je vois pas trop l'intérêt d'aller au Partizan vu qu'ils viennent de signer Harmony Brooks. Ouais. Après, à l'Étoile Rouge, t'as un peu de monde. Après, ça dépend, ils le font jouer Et 2 ou justement, 3, c'est la mais... news d'après, c'est que Jordan Noira, je l'avais envoyé dans le groupe d'ailleurs, qu'il intéresse le Barça et le Real. Ok, donc ouais, là... Donc tu peux récupérer un profil scoreur et un peu plus polyvalent défensivement, je trouve, que Jordan Noira et l'Étoile Rouge. Noira, s'il arrive au Real, ce serait pour, je pense, pallier à un éventuel des Zonia qui peut aller à Dubaï. Bref, c'est les chaises musicales, tu vois. Mais commençons en supposant que Chelsea arrive à l'Étoile Rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, ça va apporter c'est différent, c'est toujours un profil scoreur qui va apporter des points, mais peut-être dans un registre différent, un peu plus propre, je pense, que Noira. Après, tu perds quand même des qualités athlétiques et de transition entre les deux joueurs, je pense, mais tu gagnes en adresse et tu gagnes en efficacité. Et puis il peut jouer dans un tas de registres différents, dans des rôles différents, en sortie de banc, titulaire. Ça, je pense qu'il peut se plugger un peu partout maintenant, donc je pense que c'est un très bon ajout. Pour moi, tu gagnes défensivement aussi. Oui, défensivement. Chelsea, c'est quand même autre chose défensivement que Jordan Noira. Et en plus, on sait que, même si c'est pas le rôle qu'il avait vraiment eu à Baskonia, où il était vraiment scoreur, on sait que c'est un mec qui est capable aussi d'apporter du playmaking. Ouais. Quand il était à Lasvel, c'était un joueur qui jouait des pick and roll et aussi qui était capable de trouver les autres. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, c'est une vraie évolution aussi. C'est une vraie évolution. Passer par la Svel, là tu étais à Baskonia, là tu vas aller à l'Étoile Rouge, tu gravis les échelons, merci. C'est exactement ça. Donc non, ça serait une vraie belle addition s'il allait du côté de l'Étoile Rouge, sous couvert d'un départ de Jordan Noira. Parce que sinon, ça fait une position où tu serais un backup. Après, il était backup à Baskonia. Il était backup avec un temps de jeu. Et il était plus je sors du banc C'est ça. que je suis backup. Exactement, c'est avec un temps de jeu assez élevé. Ouais. Et je crois qu'il. J'ai pas. Regardez le temps de jeu. Merci. Il est à 27-28 25 minutes. Ouais. Tu vois, c'est pas Donc, un backup ça. avec un vrai temps de jeu. Donc voilà, moi je pense que là, dans la trajectoire de sa carrière, ça peut être une bonne suite logique. Ça peut vraiment être une bonne suite logique, ça peut être vraiment bénéfique pour lui. Très bien, Jordan Noira qui pourrait aller en Espagne, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, j'aime bien. Ah oui, hein. Oh, j'aime bien. J'aime bien de fou. C'est pas mal, hein. Oh, franchement, tu vas du côté du Real pour pallier au départ de Mario Hezonja. J'aime beaucoup parce que je trouve que Mario Hezonja, c'est toujours un top joueur, mais j'ai l'impression qu'il s'essouffle un peu au Real. C'est une sensation que j'ai eue. Il s'essouffle un peu dans le sens où il est pas moins bon. Il est inconstant.
Et plus Ouais, inconstant. et plus inconstant, je pense qu'il a besoin, j'ai l'impression qu'il a besoin d'autre chose, tu vois. J'ai cette sensation, c'est vraiment une perception, ça veut pas dire que c'est vrai, mais du coup, du côté du Real, je serais vraiment intéressé et intrigué pour Jordan Noira. Du côté du Barça, ça dépend de la qualité du recrutement, parce que là, j'entends des noms tous les jours. Ouais, Bah, la meilleure en fait- équipe du monde qui arrive là. En fait, le Barça, moi, on avait dit qu'ils étaient chauds sur Alpha Diallo. Ouais. Alpha Diallo, apparemment, c'est fait à Dubaï. À Dubaï, ouais. Donc, si tu récupères Noira à la place, c'est pas du tout le même profil, mais comment dire, ça confirme que Will Clyburn Et sur le est sur le départ ou sur le déclin, en tout cas, qu'il n'aura pas le même rôle qu'il a eu cette année avec cette équipe du Barça. Voilà. Ouais. Moi, par rapport à Ezonia, s'il va au Real, il y a une vraie différence entre les deux. C'est que Ezonia, sur l'ensemble de la saison, moi je trouve qu'il porte énormément la balle, comparé à un Jordan Noir qui est plus dans du jeu sans. Enfin, qui va recevoir la balle, qui va prendre une décision sur un deux dribble, tu vois. C'est très fait jouer. Ouais, c'est vraiment pas la même utilisation, je trouve, même si c'est le même poste et que c'est quand même deux force scoreurs. Je pense qu'Ezonia est meilleur au playmaking, mais c'est pas la même utilisation. C'est un mec qui va porter beaucoup plus la balle, Ezonia, donc à voir comment ça évolue aussi. Je sais pas, moi j'ai l'impression, je vois pas Ezonia trop porter la balle. Je le vois être agressif sur le catch and shoot, chercher de la transition. Je le vois pas, je le vois jouer très peu de pick and roll. Il joue du post-up, mais pour moi il joue vraiment comme un poste 4. Combien de passes arrêtées il prend la balle, il arrête le jeu, Voilà, fait ses jab steps. mais voilà, Oui, c'est mais ça. il dribble pas, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais, Et je vois pas c'est jouer pas la du même pick and chose. roll. Ouais, mais tu vois, c'est Exactement. pas la même chose, c'est pas la même chose qu'un Jordan Mais Noir, oui, tu vois, mais qui va attraper, qui va être dans mais la c'est trapée, ça. engagé, aller attaquer le cercle ou sanctionner dans le tir. Pour moi, c'est là la différence. C'est ce que tu viens de dire là, c'est ça la Ouais. différence. C'est que je pense pas que ce soit un mec qui. C'est pas un mec qui pose la qui balle pose la balle énormément, pour dribbler, mais c'est un par mec contre, qui il a la attend balle à vraiment. arrêter le jeu. Oui, oui. Et ça, c'est vrai, il le fait très souvent, où le Real va jouer de la transition, il va arrêter le jeu, et après il va prendre son tir. Et moi je dis, mais prends-le en première attention directement, ou joue la transition. Ouais, ouais. Je pense que Ezonia peut jouer 2, 3, 4, là où Noira peut Oui. pas jouer 4. Oui, ça, Je suis d'accord. on est d'accord. Je suis d'accord. Très bien, une autre rumeur sur un joueur dont on va parler un peu plus en détail, c'est John Montero, Non. qui serait la cible de la Pointe Tel Aviv, qui aurait un budget pour l'année De 100 prochaine millions. de 76 millions De 100 millions d'euros. D'où vient l'argent? Qui proposerait du coup 2,5 millions d'euros. Valence serait prêt à s'aligner apparemment, et donc qu'est-ce que vous en pensez Ils ont Ah, intérêt, ce ce mec. ce serait une grande perte. Et comme tu l'as dit un peu, tu sais, avec Sylvain sur la dernière émission, où t'aimerais bien le voir rester parce qu'il y a ce sentiment d'inachevé, ce groupe de Valence, moi, je n'ai pas envie de le voir exploser. Tu vois, je pense qu'il y a des rajouts, il y a des optimisations à faire. Tu peux renforcer certains postes, mais tu vois, cette ligne arrière. On va voir, hein. Cette ligne On va arrière. voir s'il y a des optimisations. Ouais. même Non, mais il y aura toujours des c'est- optimisations à faire parce qu'il y a certains gars. Non, mais ils sont à 2 matchs de dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'optimisation, on repartira avec les mêmes, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Mais Pour l'instant, Il c'est. faut finir quand même. T'as dit quoi? Il faut finir quand même. Non, mais voilà, ce que je veux Non, dire, oui, t'as raison. Tu vois, Vas-y, tu gagnes. parce que quand je disais, quand je parlais de Sylvain justement, ou de Mathieu, non c'était plutôt de Mathieu où je disais j'aimerais bien le voir dans une équipe qui va jouer le titre plutôt que prendre des responsabilités dans une équipe comme Kaunas qui va jouer, d'aller en playoff, éventuellement le Final Four. Bah là aujourd'hui il est déjà dans une équipe qui est au Final Four, Valence, qui fait une très grosse et saison qui fait régulière. une énorme saison. Donc après à voir est-ce que c'était un peu un exploit d'une saison ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux installer sur la durée. Moi j'avais dit que voilà, c'était un joueur qui dans quelques années allait être calibre MVP. On va en reparler après sur le match. Mais je pense que là où je rejoins Julien sur l'optimisation, c'est une très belle équipe aujourd'hui. Elle l'a montré, ils sont au Final Four, ils l'ont pas volé. Mais je pense qu'ils ont une faiblesse. Aujourd'hui sur le poste 5, c'est une faiblesse. Alors, ça veut dire que tu ne peux pas gagner. Hein. Ça veut dire que tu ne peux pas gagner. Aujourd'hui, ton poste 5, c'est une faiblesse. Et je m'explique quand je dis ça, on en reparlera tout à l'heure. Ça veut pas dire que Misako ne fait pas le travail, il fait le taf. C'est un mec qui fait le taf dans l'énergie, dans un point d'appui, etc. Mais par exemple, sur les lancers francs, il peut pas mettre un lancer franc et ça peut te pénaliser, des fois dans certains matchs. Je pense que sur ton poste 5, tu peux évoluer. T'as le droit, si t'as un Misako en sortie de banc et avoir un mec, je dis une connerie, j'en sais rien, tu prends, je sais pas, Izundu, Mousfal, Kabengele, j'en sais rien. Tu prends un mec comme ça, bah, tu peux passer dans une dimension encore supérieure, en gardant tes mecs autour, dans une dimension supérieure. C'est ça que j'entends moi dans l'optimisation. Écoute, on parlera plus en détail sur Bien la sûr. preview parce que j'ai des choses à dire sur la poste 5, mais on en parlera dans la preview. Ok, dans le reste des transferts, on a donc Brice Dessert qui part en NCA, je me souviens plus où est-ce qu'il veut aller.
Je sais plus où est-ce qu'il va, mais et oui. qui part en Ouais. NCAA du coup, et Logique. c'est pas le seul, il y a aussi Samodurov du Pana qui part à North Carolina. Logique. Donc il y a plusieurs jeunes talents qui commencent à partir Ils ont raison. en NCAA. Ils ont raison. Si on propose plusieurs Ils millions ont la saison raison. pour être une star, Il n'y a pas de sujet, ils ont raison. évidemment. Là, je vois, parce que je lis des commentaires des fois, ouais, mais ils ont été en pro. On va arrêter d'être hypocrite. Ils ont raison. On vient taper à ta porte. C'est-à-dire que tu joues, allez, je sais pas, comment il s'appelle Samodorov. Je vois dans les commentaires, des fois, il y a des gens, ils font des hates, et même des fois dans les débats, si tu regardes les débats un peu, débats autour de ces sujets basket, qui disent, ouais, mais des gens qui ont joué en professionnel ne peuvent pas retourner en NCAA. Eh, frérot, La si NCAA la a règle modifié te... les règles, Exactement, ils ont la adapté, règle te permet, t'en profites. mais vas-y, si on propose 1 million pour la saison, va les prendre. Recule ton micro. Et puis même en dehors de l'aspect financier, faut pas oublier que la NCAA t'offre, je pense, un cadre de développement Bien individuel en termes de joueurs C'est ça. incroyable, une Il y a rien à visibilité On a rien à en voir. termes d'un projet de draft ou même en termes de marketing pour toi en tant que Et joueur. même l'expérience en elle-même. Incroyable, et l'expérience en elle-même est dingue. Et le salaire, donc maintenant t'as Ouais. aucune raison de T'as payer. aucune raison de T'as payer aucun tes jeunes joueurs. C'est en pour faisant le truc, tu avoir vois. 0 minutes au Pana, C'est ça. je vois pas Il y a l'intérêt. Il y a quelques exceptions où, dans par exemple les joueurs stars, entre guillemets, par exemple un Jean Montero, aujourd'hui, il peut vraiment se poser la question, est-ce que dans ma carrière c'est mieux de faire une saison en NCAA ou être un top joueur Euroleague, tu vois? Il peut se poser cette question. Miskin. Mais oui, Jean Montero, il débarque à Alabama, il a pris 2 millions, il a pris 1 million l'année dernière, il débarque à Alabama, il a des enfants de 18 ans, Ah ouais. ce serait très drôle. non, mais tu vois, Mais il est éligible, hein, ce serait très drôle. mais tu vois genre d'autres joueurs, clairement, qui ont peut-être justement ce manque de visibilité et Oui. qui sont pas assurés d'avoir un gros avenir Mais européen clairement. à court terme, Clairement. bah c'est vraiment une possibilité. Clairement, C'est vraiment cool. il y a eu ce même débat aussi, j'ai vu passer par rapport à. Comment il s'appelle à Mathieu Strasel. Ouais, Mathieu Strasel, ouais, Mathieu qui a Strasel, reçu on- apparemment des offres. Ouais. En mode, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en mode, on essaierait de le faire venir du côté de la NCAA. Très très drôle. Avec des gros cachets. Très très drôle. Ton Mathieu Strasel, champion olympique, multiple champion de France. Le mec, il a gagné l'argent au JO. On te dit, ouais, viens jouer à NCAA pour laver des enfants. Non, très très drôle. Mais il y a un joueur NBA qui Oui. est parti. Oui, Exactement. Le mec du Barça. James Nagy. James Nagy. Qui est reparti du coup en NCAA. Ouais. Donc c'est marrant que Mais- tu pars de la NBA. Mais ça c'est pire, parce que lui, il a été drafté en fait. Oui, c'est Mais ça il le a pire. joué. Il a joué en NBA. Frère. Mais il a joué en NBA aussi. Oui, il a joué en NBA, ouais, Donc, à Charlotte. il a joué en NBA. Il a joué Oui, il a joué. Ou il a joué sur les pré... Non, je crois qu'il a joué hein, en saison. Ok, Oui, je crois qu'il a joué. faudrait regarder, je veux pas dire de bêtises. C'est une dinguerie, hein. Non, c'est une dinguerie ça. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il a joué. Ça c'est une dinguerie, ok. Très bien, on enchaîne sur le reste des news. Oui. On a Lasvel du coup qui a confirmé son engagement en Euroleague pour la saison prochaine. Mhm. Ouais. Ce qui, à mon avis, On sait déjà. confirme les rumeurs sur l'arrivée de Tony Parker en tant que coach. Bon, on en a déjà parlé, on va pas Le grand projet de la le grand projet de Lasvel. Je comprends pas je comprends pas où ils vont, je vois pas l'intérêt pour eux de rester en Euroleague. Alors C'est encore un dernier. après, l'intérêt, apparemment, il y a des garanties financières, parce que l'Euroleague demande des garanties financières. Donc s'il y a de nouvelles garanties financières qui ont été apportées, donc ça peut te donner aussi des nouvelles opportunités par rapport à ton recrutement. Et aussi au payer les joueurs au bon moment, ça peut être une bonne chose. Mais en tout cas, s'ils ont apporté des garanties financières pour être compétitifs, à voir ce que l'Asvel va donner à ce niveau-là. Compétitif, ça un grand mot. Compétitif, toute proportion gardée par rapport à Ça se fait l'Asvel. dans la compétition quoi. Si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils inscrivent même pas dans la compétition, donc au bout d'un moment, donc on va voir quoi. Très bien, on a aussi un coach qui arrive à Dubaï, apparemment, Xavi Pascual. Mais c'est pas sûr encore, là c'est en débat. C'est quand même bien avancé de ce que j'ai vu en tout cas. Bah, il faut qu'il paye déjà le buyout qui est de 300K. 300K, ça va. Pour Dubaï, c'est gratuit, mais 300K. C'est pocket change. Et il faut que Barça puisse accepter de lâcher Xavi Pascual. Faut voir. Je sais pas quels sont les tenants et Je aboutissants. crois qu'il l'aime bien du côté du Barça. Il l'aime bien et c'est pas fait encore. Alors ils essayent, Dubaï essaye fortement, mais c'est pas fait. En parlant du Barça, on a donc Yann Vezeli qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Ouais. Un petit mot pour la carrière de Yann Vezeli. Bravo monsieur, bravo, faut dire bravo. Son passage en NBA, plus jeune bien sûr, avec des qualités athlétiques assez marquantes. On l'a beaucoup moins vu faire ça en Euroleague, mais on l'a quand même vu mettre des sacrés tomards. C'est un joueur qui, il avait déjà ce tir là, mais sur la fin de sa carrière, a été très adroit sur le périmètre, pour pas dire létal. Parfois on disait, mais il n'oublie jamais en fait là sur son tir à 4-5 mètres. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur propre.
Et puis il part très bien. Hein. Il part très bien, il part sa porte de sortie en Euroleague, des bons matchs malgré l'élimination du Barça. Je vous dis bravo, monsieur. Ouais, travaux, une belle carrière et félicitations frérot. Ouais, et du coup, c'est un joueur qui a été MVP d'Euroleague. Donc mine de rien, c'est quand même... Quelle année 2014 Non, 2014 je crois il est en NBA. Hein. Ouais, il est à Je crois que c'est Washington. plus tard, c'est vers 2017, un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Vérifie. Mais du coup, lui plus Nando, qui prennent leur retraite à la fin de la saison, c'est 2 MVP. Plus peut-être Yul aussi qui va arrêter. C'est une saison où on tourne une page un peu. Transition basket. Hein. D'un point de vue légende Euroleague. Il y a qui d'autre là qui peut arrêter cette année? Non, c'est tout. LeBron James. Qui? LeBron James. LeBron James, c'est pas une légende Euroleague. Mais qu'est-ce si qu'il a il est comme au palmarès? Et si LeBron venait aux partisans? Ouais, MVP Euroleague 2019, All Euroleague First Team 2016, 2018, 2019. Et après, il a des petits MVP du mois, etc. Ouais. Mais, C'est-à-dire qu'il quitte la NBA en 2015 il quitte la NBA en 2014. 2014, c'est ça, voilà, c'est ça. Après Washington Après, il a fait un peu à Denver. Il a joué un peu à Denver. Ouais, c'est ça. Et après, il fait Fener jusqu'à 2022 et Barça. Ouais. Donc voilà pour Yann Vezeli. On finit avec l'Apoel, je sais pas si vous avez vu, qui ont fini le match. Je crois qu'ils ont À fini 5 joueurs, je à crois. 5 joueurs. Parce qu'en gros, il y a eu une grève des joueurs israéliens qui sont pas contents de leur rôle, on va dire en Euroleague ou même peut-être dans le championnat, et du coup qui voulaient un peu laisser l'équipe se démerder sans eux, donc ils ont tous fait 5 fautes très rapidement. Et donc, je crois même qu'ils n'ont pas fini à 5. Je sais même pas s'ils ont fini à 5. Je crois qu'à la moi fin, j'avais ils vu ont 5 par forfait. Hein. Je crois qu'ils avaient que 5 joueurs autres, mais bon, bref. Parce que ce temps de jeu leur a été prédestiné, Elias. Il leur a été promis à 3 000 À 3 000 ans. Non, mais en plus, avec un président comme Omer Yafai qui s'embrouille avec Ergin Ataman, ça va être très marrant. On pourra peut-être en reparler sur l'actualité. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des news. On a été assez complet. Maintenant, il est temps de parler de ce qui s'est passé cette semaine. Des vraies On est choses. parti sur le débrief du dernier jour des playoffs. Il y a 2 semaines, on était là, tous les 3, dans la même disposition, dans les mêmes tenues. Certains avec des espoirs de monter, d'autres non. Mais on était là. Et il y avait 2-0 pour le Pana dans la série face à Valence. Je me souviens que quand on a fait un prono sur le reste de la série, nous avions été 2 personnes à dire 3 de Valence et une personne, je ne vais pas parler de sa mélatonine, sa mélanine ou Mélatonine, en plus de mélanine et en plus de mélatonine, bref. Disait c'était insurgé. Donc là, le Pana, je cite, donc là le Pana il va perdre 3 matchs d'affilée. Le Pana va perdre 3 matchs d'affilée. Aujourd'hui, Bradley, est-ce que tu veux t'excuser? Alors, Zola a dit j'accuse et j'ai voulu faire confiance à Ergin Ataman. Je mens, c'est pas vrai. Non, mais y a rien à dire. J'ai pris une tech. Je ne pensais pas que le Pana, si on rentre dans le sujet, je pensais pas que le Pana allait perdre 3 matchs consécutifs. La réalité, et je crois qu'on a fait l'émission la semaine dernière, quand il y a eu 2-2, je disais je les sens pas de ouf là. Là, je les sens pas de ouf. C'est ce que je disais par rapport au Pana, et mine de rien, on a vu le match mercredi, et c'était une réalité, tu vois. Sincèrement, je ne pensais pas que le Pana allait perdre 3 matchs consécutifs. Qu'ils allaient en perdre peut-être 1 ou 2 à la limite, mais je pensais pas qu'ils allaient en perdre 3 consécutifs de cette façon-là. Mais tu as... comment dire ça? Du coup, oui, je pense pas qu'ils allaient perdre 3 matchs consécutifs, très sincèrement. Ils ont perdu. Parce qu'il n'y a pas de débat, il y a une équipe qui a été meilleure, notamment sur la fin, même sur le début ils ont été bons, mais sur la fin, donc sur les 3 derniers matchs, ils ont été meilleurs. Et si on va dans le sujet, on ira après, mais ils ont été meilleurs pour final. Très bien. Julien, satisfait de voir cette équipe de Valence au Final Four? Ah, je suis fier, hein, franchement, je suis content. Franchement, je me suis régalé. J'ai pas pu voir le match en direct, mais je l'ai regardé en diffusion sans me faire spoil et tout. Ah, t'as été vif, hein, parce que t'as répondu très vite après. Franchement, ouais, j'ai commencé le match, on devait être dans le 4ème, un truc comme ça, tu vois. Le seul truc, c'est j'ai reçu un match de Thomas, coach professionnel en Allemagne, si tu regardes l'émission, salut, qui m'a dit « Continue de faire la propagande de Branco Baggio. » Et oui, je vais continuer à faire la propagande. Un grand monsieur. Ah. Non, en vrai, très bon match, qui commence un peu
il y avait une atmosphère très tendue. Ouais, ça se voit. Des deux équipes, ça se voyait que personne voulait niquer sa saison, tout le monde voulait le match. Mais je pense qu'à ce jeu-là, sur l'entame de match, Valence a été supérieur. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la combativité et dans l'engagement, ils ont été supérieurs au Pana. Je crois que sur le premier quart-temps, ils lead toutes les catégories statistiques, que ce soit au tir, des statistiques défensives, au rebond, au contre, à l'interception. Et on a vu dès le début une équipe qui, même si tu sentais que les mains elles tremblaient un peu au début du match des deux côtés, ça voulait y aller au bout. Et je pense que justement, le fait qu'on a dit que ce collectif de Valence, c'est vraiment ça, la force et l'âme de cette équipe, ça les a aidés à bien entamer ce match, à rentrer dedans et à se jeter sur les ballons, à aller sur les deuxièmes ballons, à faire les efforts pour justement prendre ce lead. Et après, je pense que tout le monde a répondu présent. Pas forcément un grand match d'adresse de la part de tout le monde, mais dans la combativité, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Je pense par exemple à un Mathieu Costello qui fait un très bon passage, qui envoie à 3 points, qui se bat, qui prend des rebonds. Pareil, Sako, on a dit, même si en difficulté, parfois sur la ligne, des trucs comme ça. Dans le combat, il est là. Dans les rotations, ils sont là. Tout le monde. Braxton Key, le facteur X clairement de cette série côté Valence, qui joue avec un nez cassé. Ouais, qui joue avec un nez cassé, qui va au charbon, qui va mettre des tomards, qui va se taper. Et après, les deux fers de lance sur la ligne arrière, avec Badio et Jean Montero qui tiennent leur rang, tu vois. Un Montero qui au début, tu le sens pas trop, mais je crois sur la première mi-temps, il met 2 contre, ils défendent, il y a l'intensité, et justement tout ça, pour moi, c'est sur ça qu'il gagne le match. Il est très vite à 9 déval avec seulement 2 points. Il fait 2 ça. contre, des rebonds, des passes. Et il est défendu très fort. La consigne, c'est vraiment de lui casser la gueule sur le début de match. Mais moi, je te rejoins sur une équipe de Valence. Pour moi, en fait, on a vu ce qu'on a vu toute la série. C'est-à-dire que Valence fait un très bon match, maîtrisé, dans son registre, avec des tirs qui sont ouverts. Et tu as raison, ils n'arrivent pas à mettre dedans à 3 points sur le début de match. Et c'est Costello qui met le premier tir à 3 points. Et ça fait du bien parce que cette équipe de Valence, elle a besoin que ses intérieurs soient capables de mettre des tirs à 3 points pour ouvrir le jeu et pour ouvrir des espaces pour leurs extérieurs. Mais le Pana, ils commencent le match comme ils ont joué la série en fait. C'est-à-dire, tranquille, on va jouer sur nos individualités, on va essayer de tenir le coup avec des gros tirs et tout. Alors oui, t'as Nigel Davis qui, mine de rien, même s'il a commencé un peu dans le dur, fait quand même un gros match individuellement. Il y a des mecs qui sont passés complètement au travers, mais parce que dans l'intensité, ils étaient pas prêts. Ils sont arrivés en mode ça va être tranquille, sauf que Valence, déjà que c'est une équipe qui est hyper intense, et ils ont monté le curseur encore d'un cran. T'es pas d'accord, Bradley, avec ce que je dis ? Je suis pas d'accord sur ils sont arrivés tranquilles. Je suis pas d'accord. En fait, je pense que je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais sur ils sont arrivés tranquilles, je suis pas d'accord. Je pense juste qu'ils ont subi la force collective de Valence, comme ça a été sur les autres matchs, et à la différence, et c'est ce que je disais parce que je regarde le match avec Oz, c'est ce que je te disais, même si des fois on avait des petits débats sur les coups de sifflet, tu vois. Là, il n'y a pas de sujet, en fait. Sur le match 5, il y a des fois des petites incohérences où je me dis, là, je pense qu'ils peuvent la prendre, mais de l'autre côté, ils la prennent pas, donc ça s'équilibre. Pour moi, il n'y a pas de sujet, comparé au match 3 ou 4, où vraiment, ça m'a dérangé, tu vois. Sauf que là, c'est pas qu'ils sont arrivés tranquilles. Juste, je l'ai dit, il y avait une tension des deux équipes, et ils se sont fait casser la gueule. Ils se sont fait casser la gueule sur quoi ? Tu ne peux pas gagner de match à partir du moment où tu prends pas de rebond défensif et offensif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Valence, il leur laisse une possession. 2 possessions, 3 possessions, parce qu'ils viennent taper la balle, que ce soit Nil Sako, que ce soit Omar Moore qui est rentré pas très longtemps, mais qui a fait ça, que ça soit Cameron Taylor. Ils n'arrivent pas à prendre un rebond. C'est-à-dire que tu laisses des possessions à une équipe qui adore ça, mais forcément tu vas te faire tuer. Donc au bout d'un moment, les mecs, à force de laisser 3 à 4 tirs, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs ils mettent dedans au bout d'un moment. Oui, mais tu vois, quand tu regardes sur le papier, tu regardes les raquettes, tu les compares. Oui. Pour moi, le seul moyen pour que Valence domine au rebond, c'est parce qu'il y a un manque d'envie de la part du Pana. Mais je pense pas qu'il y a Et après, ils ne perdent pas que à cause du rebond, mais c'est clair que 46 à 38 pour Valence au niveau du rebond, 14 rebonds offensifs, ça donne des possessions. Maintenant, Valence n'a pas fait un gros match d'adresse. Heureusement pour eux. Heureusement pour eux, parce que sinon ils en prenaient 30. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le contenu,
j'ai pas senti une urgence de la part du Je Pana. pense que tu as plus senti l'envie de gagner du côté de Valence que du côté du Pana. Moi, quand j'ai vu le match, et on l'a regardé ensemble, Brad, je me suis pas dit, putain, le Pana, il faut qu'ils ont envie de sauver leur saison. Je me suis dit, ils vont faire comme d'habitude, et peut-être qu'à la fin, il y a un mec qui va se réveiller, et il y a eu un run dans le 3e quart-temps où t'as Toliopoulos et Nigel Davis qui enchaînent, ils passent un 10-0, ils se rapprochent un petit peu. Mais c'est tout en fait. Ben moi j'ai eu l'impression, et c'est ce que je disais, en fait, j'ai pas eu la sensation que genre le Pana était en train de se dire bon vas-y tranquille. Il ne pouvait pas. En fait, pour moi c'est pas pareil. Vraiment, Ouais, je comprends. il ne pouvait pas. C'est-à-dire que Valence était trop intense, allait trop vite, prenait plus de. Il ne pouvait pas. Parce que souvent on dit ouais, c'est nous on a fait un mauvais match. Frérot, là c'est pas t'as fait un mauvais match. Tu ne pouvais. Ils avaient pas de solution. Même pendant le match on se disait. Mais heureusement que Valence n'a pas eu d'adresse. Oui. Pour retranscrire ce que tu dis là, je crois que c'est dans le 2e quart-temps, il y a un moment, je crois que le Pana, ils font 5 minutes sans marquer. Genre. C'est exact, ouais, c'est 6 ça. minutes sans marquer. Il pouvait pas. Chez Yosman, il rate des trucs de Ouais. ouf. Kendrick Nunn, il est bien défendu. Tu dis Nigel Davis, il fait pas un mauvais match parce qu'individuellement, il se rattrape un peu. 2-3 tirs, Parce mais qu'il met 2-3 tirs. c'est des tirs, tu regardes les tirs, c'est pas... Exactement. voilà, quoi. Surtout en deuxième mi-temps, il met des tirs qui sont difficiles, mais dans le jeu, il y a rien de construit. Après, on connaît le jeu du Pana. On sait très bien que c'est jamais construit. Mais c'est dans ce sens-là que je dis qu'ils sont venus un peu. Tu vois, c'est une équipe. Toute la saison, qu'est-ce qu'on a dit, et notamment sur la deuxième partie de saison, ils jouent comme des sénateurs. Mike James, n'importe quoi. Kendrick Nunn, il prend souvent des fautes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est lui qui met l'équipe sur ses épaules et qui permet au Pana C'est d'exister vrai. et d'arriver C'est en vrai. play-in, c'est vrai. d'enchaîner une série de matchs. C'est vrai. Toute la saison, ils ont joué tranquille. Ils ont dit, ah, c'est bon, on a de la marge. Ah, on a récupéré Nigel Davis. C'est vrai. Quand il arrive, il met des tirs C'est importants. vrai. Mais là, il Et pouvait pas combien de faire matchs ils ont gagné? Et du coup, quand ils sont arrivés là, et qu'en face, il y a eu une intensité comme Valence, qui toute la saison a joué avec de l'intensité. Mais en fait, je suis d'accord, ils ne pouvaient pas. Mais pourquoi ils pouvaient pas? Parce qu'ils ont jamais pris l'habitude de se mettre le cul par terre et de jouer avec de l'intensité, etc. Moi, je te dis ça parce que c'est un truc qui personnellement me parle en tant que joueur. Oui. C'est que nous, on s'entraîne comme des branleurs. Oui. Et dès qu'on arrive contre des équipes comme vous, il y a les 2 dernières années, vous qui défendent fort ou Ivry, là, on sait plus jouer au basket. Mais le Pana, c'est pareil. Là, ils sont tombés sur une équipe qui intrinsèquement est pas plus forte qu'eux, si tu prends les individualités. Mais dans le jeu collectif et dans l'intensité surtout qu'ils ont mis, je suis désolé. Branco Badio, on va en parler après, mais il voulait faire la peau de Kendrick Nunn. Donc avant de passer sur Valence, on va quand même finir sur le Pana. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration qui a fait beaucoup parler Ergin Ataman à la mi-temps sur TJ Short? C'est tout simplement honteux d'envoyer son joueur en porte-à-faux à la mi-temps. En plus, tu dis ça encore après le match, tu vois, c'est les coachs, c'est... Bon, chacun ses trucs. Mais tu dis ça à la mi-temps d'un match. T'imagines TJ Short, la gueule qu'il a dû avoir quand il a vu l'information à la fin du match? Je pense que... C'est honteux, c'est tout simplement honteux. Et d'autant plus que toi, en tant que coach, je n'ai pas vu, en tout cas sur ce match-là, que tu as essayé de faire beaucoup de choses pour t'en sortir. Merci. Au bout d'un moment, que tu jettes un joueur sous le bus, comme ça, à la mi-temps d'un match, alors que tu es en train de te faire déboîter et qu'en première mi-temps, tu n'as rien proposé, tu t'es mangé un run où tu n'as pas marqué pendant 6 minutes, tu te permets d'ouvrir ta gueule comme ça, vraiment, va te faire foutre. Genre, Merci. vraiment. C'est exact. Non, mais c'est exactement ça. Parce que, et c'est là où je dis, parce qu'on... Je veux pas qu'on minimise la victoire de Valence en disant ouais mais les autres ils sont pas mis le cul par terre, ils ne pouvaient pas, mais parce que aussi le coaching il a pas aidé. Il a pas le aidé du tout. coaching qui est proposé par Pedro Martinez et le coaching qui est proposé par Ergin Ataman, c'est l'eau et c'est l'eau et le feu, hein. Parce que d'un côté t'as un mec, quand il voit que comment s'appelle John Montero, il est trappé, donc il doit lâcher la balle vite, il va proposer des choses, il essaie d'écarter le jeu, il a même relancé Omar Moore qui jouait plus depuis quelques matchs, il lui a donné quelques minutes. Braxton Key, on l'a dit, qui a été un vrai facteur X sur cette saison et aussi sur cette série. Là, il le remet, il va apporter des points dans la raquette, etc. pour justement obliger les joueurs du Pana à dire bon ben Jean Montero, on peut pas non plus trop le trapper. Et c'est à ce moment-là, quand il a eu sur du 1 contre 1, il aura fait le fiac derrière. Qu'est-ce qu'il a proposé à Ergin Ataman? À part dire, ok, TJ Short, quand il est sur le terrain, on attaque à 4 contre 5. Ok. Et dire, ouais, Toliopoulos, ça va nous aider. Toliopoulos, pour moi, en plus, il fait pas un mauvais match sur la deuxième mi-temps. Un mauvais match, mais quand il rentre, il prend 5 points d'affilée. Ouais, il prend 5 points, mais derrière, il va mettre des points, Oui, il va il met apporter des la points. création, etc. Sauf que
derrière, tu proposes quoi? Kendrick Nunn, il se fait trapper. Kendrick Nunn, sur le match 3 et 4 de la série, il se fait détruire. Il a des fautes, etc. Est-ce que tu as proposé des choses pour que Kendrick Nunn il puisse sortir des écrans, il puisse avoir la balle plus facilement? Non. Nigel Davis passe son temps à prendre des fadeaways sur un pied, sur une jambe, etc. D'ailleurs, au passage, bravo. Belle décision, Nigel. Super de dire non, mais nous, au Pana, on joue pas pour l'argent. Ou je sais plus quelle déclaration il avait au Fener, plus quelle déclaration il avait faite. En disant ouais, je vais pas au Fener. Je préfère aller au Pana. Tiens, tu l'as bien dans le cul. Tu m'apprendras. Et puis même, genre, je trouve qu'il y a plein de points où, justement, ils auraient pu s'en sortir, où ils ont pas insisté. Genre, moi, par exemple, l'utilisation de Mathias Lessor sur le match 5, je l'ai pas compris. Genre, t'as des points forts où, justement, tu peux t'appuyer, t'as certains trucs où, contrairement à l'adresse extérieure de Kendrick Nunn ou de Nigel Davis, tu peux t'appuyer parce que tu sais que tu as une vraie force dominante et que c'est pas forcément le point fort de Valence. J'ai pas vu, moi, énormément de situations où tu cherchais à mettre un Mathias Lessor en condition, sachant qu'il a montré sur la fin de saison et même sur les playoffs qu'il était capable de faire du chantier. Tu vois, genre, moi, j'ai vu une équipe. C'est un peu, je fais les rotations, lâcher les chevaux sur le terrain et on voit ce qui se passe. Et rotation, t'es bien mignon. C'est bon. Oui, il y a 3 rotations. C'est ça, exactement. Il y a 3 mecs dans la rotation. Exactement, rotation, voilà, t'es bien mignon. Parce que mais, des joueurs, t'en as, toi, même l'année. C'est l'année dernière. Non, il y a 2 ans, quand Pana gagne, il envoie, comment il s'appelle, Kaledzakis sur le terrain, qu'on n'avait pas vu, etc., qui apporte défensivement, et on se dit, ah purée, tu vois, il a eu des idées, etc. Frérot, là, il a eu 0 idée. Toliopoulos, on l'a pas vu pendant 650 ans. Là, il le met comme ça. Mitoglou, on le voit plus. Il a relancé Grigonis, qui était amorphe. Alors oui, qui peut apporter des tirs, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, le basket, c'est ce que je dis toujours, c'est un sport de rythme. Tu peux pas mettre même si c'est des professionnels, pas mettre des mecs au placard comme ça pendant 6 mois. Et dire, tu peux les envoyer au feu comme ça dans match un 5, match etc. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas, ça, en fait. Ça n'existe pas. Peu importe les niveaux, faut que les coachs, ils arrêtent de faire des conneries comme ça. En mode, c'est pas, t'es assis pendant 15 minutes, on te dit va jouer. T'as la haine, tu dis hey, frérot, déjà je suis pas chaud. Mais alors des mecs qui n'ont pas joué comme ça en Euroleague avec ce niveau d'intensité là, au bout d'un moment, je veux qu'on maximise ce que Valence a fait parce que c'est une réalité, ils ont été plus forts, faut le dire, déjà premier point. Et deuxième point, faut aussi dire que si le Pana ne pouvait pas, c'est parce que le coaching proposé par cette équipe, donc par Ergin Ataman, est catastrophique. Ouais, je suis d'accord. Après, pour finir sur TJ Short, le poteau, il a la mémoire courte, Ergin Ataman, parce que sur les 4 matchs, le match de play-in, plus les 3 premiers matchs de play-off, il a 15 points de moyenne, il est presque à 15 déval, etc. C'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. On va pas l'insulter parce que... Sur le play-in, c'est clairement... c'est le MVP du play-in de toute façon cette année, et même sur les 2-3 oui. premiers matchs de la série contre Valence, donc il est capable de performer contre cette équipe de Valence, on l'a vu. Là, il joue 5 minutes, tu le sors, et derrière, tu le détruis en interview, donc ils le savent, de toute façon, parce que ça a dû sortir directement dans le vestiaire. Il joue 5 minutes, il a pris un tir. Il a pris un tir à 2 points, un tir à 3 points, un rebond, c'est tout. Et après, il a plus le droit de jouer, il a provoqué une faute, il a fait une faute. Et donc, un mec qui a 15 points de moyenne, t'as pas Kostas Lucas, tu l'as signé l'année dernière, il est top 3 MVP et tout. Et en fait, j'ai envie de dire, tu le traites comme un rookie, c'est même pas que tu le traites comme un rookie, c'est un manque de respect de fou. Et Ergin Ataman, lui, c'est jamais de sa faute. Comme d'hab. Omer Yafa, il peut pas lui parler parce que la Poel, ils ont pas fait mieux que lui, donc ils peuvent pas parler. Kendrick Nunn, il a pas eu de coup de sifflet depuis 3 matchs, donc c'est pas normal alors que c'est le deuxième meilleur scoreur de l'Euroleague. Si c'est le même arbitrage que en playoff qu'au Final Four, Valence va être champion d'Euroleague. Non mais le mec, en fait, je ne sais pas. Valence tire le plus gars, de francs que nous. Le gars, il a pas de comment dire. Il se regarde pas dans une glace, j'ai l'impression. Bah non. Il est juste bourré. Hein. Non mais comment tu peux enchaîner toutes ces déclarations et te dire je suis dans mon droit, j'ai raison. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a des troubles. C'est toi qui es psychologue, Brad. Et je pense qu'il a des troubles psychologiques. Et ce que je voulais dire du coup sur ça, maintenant qu'on a parlé un petit peu du coach, on peut parler de Kendrick Nunn et de son match parce que c'est bien beau de dire ouais avec TJ Shorts on attaque à 4 contre 5. Il y a des mecs aujourd'hui au Pana qui ont été des leaders toute la saison et qui sont passés au travers. On va commencer par Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, je vais vous donner les stats. 28 minutes, 9 points, à 4 sur 13 au tir, 3 rebonds, 6 pertes de balles, moins 2 déval, moins 18 de plus-minus. Gêné par les fautes en plus de ça. Donc sur le match, très gêné par les fautes. Je vais, comment dire, Gêné par les fautes, faut voir les fautes qu'il fait. Hein.
Ah non, mais il y a faute, hein. Les fautes de débiles. Ah oui, Les fautes de débiles qu'il fait. Genre je crois que c'est un moment, il a sa troisième. Oui. Il y a un drive. Il va genre, me il est à l'opposé. arracher le bras. Ouais, Et après, il donne la balle à l'arbitre, genre, mais j'ai pris la balle. Mais frère, t'as pris tout le bras. débile, gros. Clairement, je suis d'accord. Je pense que y a alors je suis pas à sa place, hein. Je veux pas parler. La performance est catastrophique. T'es le leader de cette équipe. Tu peux pas sortir une performance comme ça lors d'un match 5. Bien sûr, t'es gêné par les fautes, mais t'as le droit de jouer avec ton cerveau. Le coaching ne l'aide pas. La réalité, c'est que les gens ont scouté. Le coaching, vraiment, le coaching ne l'aide pas. Et tu vois. Et quand est-ce que le coaching l'a aidé, Kendrick Nunn? Ouais, non, mais attends. Si, parce que là. On a vu la saison. Oui, mais regarde, quand Tilly Osman, et on y reviendra après, est pas bon comme il a été pas bon, en fait, tout est ciblé, et Nigel Davis, c'est des tirs durs individuels, mais le coaching ne l'aide pas. Mais ce que je veux dire, je pense qu'il y a aussi une frustration de comment il a été arbitré sur la série, tu vois. Pas sur le match 5, hein, je parle vraiment sur la série, donc de 1 à 4, où, c'est ce que je disais, le match 3 et 4, il a arbitré d'une façon... c'est terrible, c'est-à-dire que les coups de sifflet, il doit les avoir, il les a pas. Et je pense qu'il y a une frustration de ça aussi, tu vois. Mais ça n'excuse en rien la performance du match 5, hein. Il a été Après, cataclysmique, hein. Après, on l'a souligné pendant la série, par exemple, du Fener, où on disait que la rotation Baldwin était très forte. Te taper Badio et Taylor en rotation sur toi aussi, Défensivement, bah oui. c'est pas sympa. C'est vraiment Et pas du coup, sympa. le coaching ne l'aide pas. C'est là où tu vois, quand je regarde par exemple souvent quand on voit les équipes qui jouent l'Olympiakos. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ouais, on sait que Sadenkov fait Versailles, etc. Le frérot, il finit toujours quand même à 20 points. Parce que là, pour le coup, Parce que le système, coaching c'est le et le système collectif, qui est là pour te mettre en valeur. Le coaching et le collectif l'aident. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va t'en mettre 20 et il va le faire d'une façon. Alors des fois, il va passer à côté, mais il va t'en mettre 20 parce que le coaching et le collectif l'aident. À l'inverse du Pana, tu vois, tu prends l'autre équipe grecque où frérot, ça lui a envoyé Branco Baggio et il respirait le même air que lui. Il pouvait pas. C'est-à-dire que quand il prenait des tirs, c'est des tirs difficiles qu'il peut mettre, hein. Mais quand t'es pas dans un bon soir comme il l'était pas. Et tu regardes même les tirs qu'il met sur les premiers matchs, la plupart c'est tir à 3 Mais bien points, un step à 2 mètres, un truc, tu vois, c'est des trucs difficiles. C'est pas en mode il est facile, C'est genre pas il sort d'un écran. Un jumper, voilà, c'est il ça. a son petit Exactement, truc, exactement. tu vois, Bah, au bout d'un moment, oui, tu te fais avoir ce jeu-là. Et surtout, Kendrick Nunn, tout au long de la série, a été incapable de battre Branco Baggio dans le 1 contre 1. Ouais. Dans le 1 contre 1, et ça m'a étonné parce que Branco Baggio, on l'a suivi un peu la saison. Alors, pas autant que toi, Julien, on n'a pas regardé tous les matchs de Valence, mais pour moi, c'était un pétard ambulant au poste 2, des fois qui sortait du banc, des fois qui était titulaire, capable de shooter, très athlétique, force slasher, qui joue de la transition. Mais je ne savais pas qu'il était aussi fort défensivement. Et parce qu'il vient de frapper, en plus. Et puis défensivement, sur l'ensemble de la saison, comme on l'a dit, c'est sur les postes extérieurs, c'est lui ou Taylor. Cameron Taylor. À chaque fois qu'il y a un gros poste 1, c'est lui qui va en mission dessus. Donc moi après ça me surprend pas de voir sa perf défensivement parce que je sais qu'il est capable de ça. Par contre ce qui est fort pour moi c'est que sur toute la série, avec tout le contexte qu'il y a eu, il a jamais changé sa façon de défendre, tu vois, que ce soit au début ou à la fin, puisqu'au début il y a eu quelques petites frictions, il y a eu des coups de sifflet, il y a eu des trucs. C'est ça qui était bien, c'est que tu vois, il y a eu un vrai duel. Dedans, tu vois. Il y a eu un vrai duel, il y a eu des petits, pas des coups, tu vois, mais on a vu que ça, il y a eu une gifle dans la tête ça au match 2. Ça a été il a créé de la frustration chez Kendrick Nunn, et donc il a gagné et la bataille sur le terrain et la bataille psychologique. Et franchement, aujourd'hui, moi quand je vois Branco Baggio, je me dis ok, c'est un mec, comme je t'ai dit, pour moi c'était un pétard ambulant, un petit joker, etc. dans cette équipe. Là, on a parlé de l'aspect défensif, mais sur l'aspect offensif, sur un match 5, donc le match le plus important de ta saison qui va t'envoyer au Final Four, il te sort un match à 20 points. 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 25 d'évaluation, plus 17 de plus-minus, avec un impact défensif où, je l'ai dit, Kendrick Nunn est limité et il fait 6 pertes de balles. C'est un top joueur. J'ai pas envie de dire il est calibre MVP, Brad. Oh, non, mais non, c'est un top joueur. Mais pour moi, il passe je le vois maintenant dans une autre dimension de joueur qui est capable de te faire, en tout cas, de gros facteurs X, voire plus, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, quand tu regardes sa saison à Valence et l'importance qu'il a dans le collectif, pour moi, il est plus qu'un facteur risque. Il est pour moi derrière Jean Montero et peut-être Taylor sur l'ensemble de sa saison, même si Taylor il y a eu un petit drop. Il est la troisième tête de Valence qui a porté cette équipe toute la saison. Parce que même si on dit que c'est un collectif, que tout le monde est impliqué et qu'ils gagnent ensemble, ces 3 joueurs-là, sur la saison, quand il y a eu des gros matchs, quand il faut répondre présent, c'est eux qui font le travail souvent. C'est souvent eux qui lâchent une paire statistique. Et Branco, il a l'avantage d'être un joueur quand même assez polyvalent, où il a des bonnes capacités de playmaking.
on sait que offensivement, comme tu as dit, en feu follet, Pétard qui prend ses responsabilités, il va toujours te mettre 1, 2, 3 gros tirs à des bons moments. Parce que ça aussi, on peut le dire aussi, souvent, par exemple, il n'a pas eu une énorme adresse extérieure sur le match, mais les tirs qu'il met, c'est des tirs qui font très mal, parfois qui cut des runs. Donc, il a ces capacités-là, et puis, athlétiquement, c'est un client sur son poste. Ah, mais clairement, C'est un client sur son poste, il a les cannes, il peut défendre, il peut rebonder. Et c'est un joueur, là je regarde un peu les stats sur la saison, donc c'est pour ça je te dis, il y a quelques matchs où il est un peu passé au travers, il a fait des matchs à 0, à 2 et tout, mais la fin de saison qu'il a envoyé, sur les 6 derniers matchs, il fait 15, 16, 15, 20, 14 et 20 points. Donc il est arrivé en play-off en pleine bourre, et là il a continué sur la série à avoir des performances vraiment exceptionnelles. Sur la série de play-off, il a... Alors, il n'a pas de la grosse adresse à 3 points, comme tu dis, mais il est à 12,8 points et il a 15,8 déval. Il prend 5 rebonds, il fait 3,8 passes, il perd très peu de ballons, il est seulement à 1,6 pertes de balles par match. Franchement, c'est un joueur qui a autant la balle en main, même s'il y a John Montero qui crée beaucoup aussi. Franchement, gros crédit à Branco Baggio et demande-lui une interview. Et en plus, après, par rapport au côté responsabilité aussi, même si c'est éloigné, c'est aussi le capitaine d'une sélection nationale et qui, dans des tournois, que ce soit l'Afro-Basket ou les qualifications olympiques, qui a des responsabilités et qui fait des gros matchs quand il y a des matchs à pression, donc ça joue aussi. Nous, l'année dernière, on regardait pas l'Eurocup, et toi, tu me parlais beaucoup de Branco Baggio, déjà quand il était à Valence, etc., parce que tu suivais un peu, via la sélection sénégalaise. Moi, je te disais, bon, on verra et tout, parce que Valence, quand ils étaient partis de l'Euroleague, c'était pas une équipe qui faisait kiffer. Ouais. Mais là, franchement, voilà, on ne peut que dire respect. Bon, on peut parler un peu de John Montero. Ouais. Brad Non, mais John Montero, alors tu vois, on avait eu un débat sur est-ce qu'il a fait un match de MVP, tu vois. On parlait de ça mercredi soir, et moi je dis, je trouve pas qu'il ait fait un match de MVP. Sincèrement, je pense, on l'a déjà vu faire des meilleurs matchs que ça, sans être un match à 40 déval, hein. On a vu faire des meilleurs matchs que ça. Il a pas fait un match de MVP, mais par contre il a fait un match de leader. Il a fait un match de leader, c'est-à-dire que sur la première mi-temps, il se fait casser la gueule, ça va le trapper, ça le pousse, etc. pour l'empêcher de scorer. Il se frustre pas. Il va faire jouer les autres, défensivement il va être présent, il va mettre des contres. Il a 2 points pendant très longtemps, puis à un moment il est ouvert tout seul, boum, filoche, et il passe à 5. Donc tu vois, sur son match-là, je l'ai trouvé vraiment un leader, et avec une justesse qui lui va si bien, qui le caractérise. 0 perte de balle sur ce match-là. Exactement, en fait. Donc c'est un mec, tu vois, il met la balle au bon endroit, il joue juste. Et alors qu'il se fait attraper, tu vois, c'est surtout ça. On veut lui casser la gueule. Et là, c'est pas lui casser la gueule, genre, bon, on défend un peu fort. On veut lui faire mal, genre, on veut vraiment lui casser la gueule. Il y a un peu cette tension, cette haine de ça, tu vois. Et c'est un mec, en plus, qui a la bouche. Ça se voit, tu vois, on le voit quand il met des trucs, quand il met des tirs, etc. Tout ce qu'on aime au basket, bien entendu. Quand à la fin, c'est qui? C'est Rocavopoulos qui vient faire une faute ouais, à la exactement. fin et que ça s'embrouille il un se petit défend, peu. genre, il se défend, il a raison. De caractère. C'est ça. Et Il a raison à juste titre. Donc, c'est ce que je disais. Je pense pas qu'il ait fait un match de MVP, mais il a fait un match de leader qui a mené son équipe au Final Four. Bien accompagné, bien entendu. Mais il a su être bon quand il fallait. Il a su mettre la balle au bon endroit quand il fallait. Et il a su sécuriser le ballon quand il fallait. Moi, je suis pas entièrement d'accord quand tu dis il fait pas un match de MVP, il fait un match de leader. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré sur plusieurs de ses matchs, c'est qu'il a montré plusieurs facettes. On l'a vu que quand il est dans, on va dire, son game flow normal, qu'il a son adresse et tout, c'est un joueur monstrueux. Mais on l'a vu par exemple, un des 2 matchs au Panathinaikos, il a pas du tout d'adresse. Je crois qu'il rate 5-3 points. Il va chercher ses bons dans la raquette, il va provoquer les fautes, il va faire jouer les autres. Quand il fait 0-4 à 3 points, il fait 9 passes. Aujourd'hui, clairement, défensivement, sur le match 5, il est pris pour cible, on l'empêche un peu de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? De l'autre côté du terrain, il répond présent, il met des comptes sur des tirs à 3 points, il défend fort, il gagne des ballons. Pour moi, en fait, l'impact qu'il a sur le terrain, même sans être aujourd'hui sur un gros match au scoring, c'est pas oubliable. Et pour moi, ça caractérise aussi un MVP. C'est que, à l'instar d'un, par exemple, un Sylvain, comme on avait dit, parfois qui peut passer un peu à côté offensivement ou en adresse, il va trouver un autre moyen d'impacter l'équipe et de faire gagner l'équipe. Pour moi, il a fait le même match
que Sylvain avait fait face au Fener en fin de saison, où il se faisait trapper, etc., et qu'il n'avait pas eu un gros impact au scoring, mais c'est lui qui avait créé tous les décalages pour du short roll, pour qu'on trouve Moses Bright sur du short roll, etc. Là, Gian Montero, je suis d'accord, il fait pas un match, tu regardes le match, tu te dis pas, oh, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, etc. Déjà, il met 3 contres. Pour un mec de son gabarit, c'est fou. Des contres qui ont de l'impact en plus, c'est pas genre il tape un peu la balle, c'est vraiment des contres sur les tirs à 3 points, casse-toi. Il met 12 points avec des très bons pourcentages. Enfin, il prend 5 tirs sur le match. Il prend seulement 5 tirs. Il fait 7 sur 8 au lancer. 5 passes. Mais voilà, quand pour moi, en 12 points, tu fais 24 dévals, c'est que quand même, tu as eu un impact non négligeable. Là, vous faites un faux débat. Hein. Je dis pas qu'il a pas eu d'impact. Non, mais tu dis, il fait pas un match de MVP. Mais il fait pas un match de MVP. Et moi, en fait, ce que Branco Baggio fait un match de MVP. Branco Baggio fait un match de MVP. Il va mettre des tirs qui sont durs. Défensivement et offensivement, Branco Baggio, ce match-là, fait un match de MVP. Mais par contre, il faut pas déplacer le débat. Est-ce que je dis pas qu'il fait un match de patron, etc. Ah non, ça, il en fait un. Il apporte d'autres choses. Mais il fait pas un match de... Mais MVP, parfois, regarde, tu vas voir Jokic, des fois, il va te faire un match, il va te mettre 12 points, il va te faire 15 passes, 16 rebonds, et tu vas voir que lui, en fait. Et c'est dans ce sens-là où, oui, statistiquement, Gian Montero, il a pas été dominant, etc. Il a été, de toute façon, tu gagnes jamais tout seul, il a été épaulé par Branco Baggio. Et par d'autres joueurs, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu un mec, j'ai pas vu un mec de 22 ans, première saison Euroleague. J'ai vu un mec, mais encore une fois, poteau, je regarde Kendrick Nunn dans les yeux, je regarde J.D. Osman dans les yeux, je regarde Nigel Davis dans les yeux. T'es MVP du Final Four l'année dernière, c'est bien. T'es MVP Euroleague l'année dernière, c'est bien. T'as raison, mais tu te trompes de débat. Je vais pas te dire. Là, tu te trompes de débat. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, je te dis, ok, tu as raison à 200%. Bah voilà. Mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est si tu me parles de est-ce qu'il a regardé les mecs sur toute la série et est-ce que il fait une série de MVP, je te dis, mais tous les jours il fait une série de MVP. Il y a pas de sujet. Là, bien sûr que sur la série, il est MVP des playoffs d'ailleurs. Ah, mais en tout cas pour l'instant, oui, bah oui. Non, mais il a été élu. J'avais pas vu, pardon. Donc si tu me dis il fait la série de MVP, je te dis bah bien sûr il fait une série de MVP. Par contre sur le match 5, il fait pas un match de MVP, mais est-ce que ça fait de lui un joueur moins important? Quoi, pas un match de MVP? Un match de MVP, c'est que il est bon et défensivement et offensivement et que tu vas porter ton équipe des deux côtés du terrain, ce qui n'a pas été le cas sur ce match-là. Mais c'est pas en fait. Il a pas été bon offensivement? Mais c'est pas une critique hein, quand je dis ça. Non, mais est-ce que pour toi il a pas été bon offensivement? En fait, il a été neutre, genre. Non, il a été bon, il a été efficace. Pour moi, offensivement, il a été neutre. Il a mis des tirs, mais il a été neutre. Tu vois, j'ai des actions, je parle offensivement, j'ai des actions de lui où à un moment, il a un tir, il est tout seul, il met dedans, mais j'ai des actions de Branco Baggio qui me viennent en tête, j'ai des actions de Cameron Taylor qui me viennent en tête, j'ai des actions de Braxton Key qui me viennent en tête, beaucoup, de Mathieu Costello, comme on le disait, de Nil Sako aussi. Mais est-ce que aujourd'hui, Gian Montero, sur ce match 5-là, il a pas fait un match de patron. Si, mais il a pas fait un match de MVP. Pour moi, mon MVP du match, c'est vraiment Branco Baggio. Non, mais oui, du match, c'est Branco Baggio, il n'y a pas de débat sur ça. Mais c'est juste ce que je dis. Après, est-ce que si tu me dis, ouais, il a fait un match de leader, mais il n'y a pas de débat. Bien sûr, il a fait un match de leader. Oui, il a regardé Kendrick Nunn. Il a fait même au-delà de regarder Kendrick Nunn. Il a surpassé sur la série. Il a surpassé sur la série Kendrick Nunn. Donc, bien sûr. C'est un débat sémantique. Bah oui, pour moi, c'est un faux débat, ce qu'on fait. On va pas s'éterniser sur ça. On parlera des postes 5 de Valence dans les previews parce que j'ai des choses à dire sur ça. On a fait le tour pour ce match-là. Félicitations à Valence. Ergin Ataman va en vacances. Ouais. Et si tu peux... Plus que va en vacances, parce que dans la conférence de presse, il y a un journaliste qui lui avait dit en fait, si le Pana il gagne pas soit Y, soit l'Euroleague, il part. Bah, part. Il est parti de la conférence de presse en tout cas. Donc voilà, on enchaîne tout de suite sur la preview du Final Four. Le Final Four aura lieu le week-end du 22, 23, 24 mai à Athènes. Julien, tu veux y aller? Comme ça, tu rateras le match contre nous. Bah, je peux en vrai. Hein. Vraiment, il peut le rater. Hein. Je peux. J'avais dit à Hugo, si jamais on a déjà validé notre montée et que j'ai des places, je rate le match. Il m'avait dit, ok, on dirait... T'as pas de place et t'as pas de montée. T'as pas de montée, t'as pas de place. Rien pour moi, frère. Vraiment pas rentable. Hein. Très bien, donc le Final Four, on a deux affiches. On a une affiche espagnol entre Valence et le Real Madrid, et une affiche turco-grecque entre le Fener et l'Olympiakos. Les Turcs diraient une rencontre turco-turque, puisque c'est l'Empire Ottoman. On va commencer sur la rencontre espagnole pour continuer un peu sur ce qu'on disait sur Valence. Valence face au Real. Le Real qui est diminué sans Walter Tavares, sans Alex Len pour ce Final Four, avec Omer Yurtseven dans les tribunes, puisque finalement, évidemment, il ne sera pas qualifié pour l'Euroleague. Comment vous voyez cette série? Est-ce que vous pensez que Valence, en arrivant avec la confiance au maximum, et le Real qui s'est un peu reposé, enfin,
depuis qu'ils ont sorti la poêle, et en plus qu'il y a des blessures, est-ce que vous voyez Valence comme favori? Oui. C'est vrai? Oui. Enfin, c'est pas plus ça, mais c'est l'absence de Walter Tavares, en fait, elle redistribue toutes les cartes. Et là, tu vois, je vais et Walter Tavares et Alex Len. Mm. D'ailleurs, sur ton poste 5. Non, mais attends, mais quand Ousmane Garouba il sort, qu'est-ce qui se passe? Non, mais même en dehors de Ousmane Garouba. Non, mais moi, c'est mon point. Parce que Aujourd'hui, tu vas jouer, tu vas être forcé de jouer en small ball et à un rythme différent contre une équipe qui a joué toute l'année comme ça, c'est ça. et c'est son identité, c'est sa façon de faire. C'est ça. Et quand Ousmane Est-ce que tu es Garouba il capable sort, de battre cette équipe-là à ce jeu-là? quand Ousmane Garouba il sort, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mettrais Laez ou Gabidek Gabidek, ouais. sur un poste 5, tu joues small ball. Moi, justement, c'est ça dont je voulais parler sur les postes 5 de Valence. Tu dis, tout à l'heure, tu as dit, les postes 5 de Valence, c'est la faiblesse de Oui. cette équipe. Pour moi, avec le jeu pratiqué par Valence, le jeu pratiqué avec Pedro Martinez, les postes 5 de Valence, c'est leur force. C'est des mecs qui sont tous capables de tirer à 3 points. C'est des mecs qui n'hésitent pas. C'est des mecs qui sont hyper agressifs au rebond offensif. Ah, mais c'est. Je parle en attaque et en défense. Défensivement, c'est des mecs qui sont assez mobiles. Costello, c'est quand même un mec qui bouge bien. Reuer, c'est un très bon défenseur aussi. Nil Sako, même si c'est pas le mec le plus mobile, il arrive à apporter de la dissuasion, etc. Et en plus, derrière, tu as des ailiers de grande taille qui peuvent aussi apporter de la dissuasion. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu mettrais un vrai pivot à Valence. Ah, tu parlais de Mousfal tout à l'heure. Pour moi, Mousfal, il peut pas jouer à Valence. C'est pas une question d'un vrai pivot pour moi. Mais c'est pour moi, en gros, sur les joueurs que tu peux pour upgrader l'équipe où tu peux faire des ajustements, c'est justement sur ces joueurs 4, 5. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a des profils que tu. Enfin, oui, mais c'est pas les meilleurs joueurs de l'équipe. oui, c'est Dans ça. ce sens-là, je suis Bah, d'accord. tu vois, par exemple, est-ce que, tu vois, dans le registre, par exemple, que tu as cité un Mathieu Costello qui est parfois très bon, parfois pas bon du tout, est-ce que tu peux pas aller chercher un joueur, Tu justement... peux chercher un Moses Wright. Ouais, c'est ça, tu vois. Ou un Kabengele, t'en parlais tout à l'heure. Tu vois. Mais ça, je suis d'accord. C'est ça que je disais. Après, justement, moi, comme je dis, je pense que c'est pas une faiblesse. Je pense que, bon, après, contre les très très gros intérieurs, ça pose toujours Bien quand même sûr. un minimum Mais oui. de problèmes. Mais, Ça n'a pas été contre le Pana. Mathias Lessor a quand même sorti deux matchs dans la série où il a boisé Valence. Hein. Et encore une fois, comme l'a dit Bradley, je pense que au niveau de l'arbitrage, Mathias Lessor, il y a quelques coups de sifflet, il s'est fait baiser un peu. Il s'est vraiment fait baiser. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça. Après, comme tu le dis, moi je trouve que c'est une vraie force dans le sens où ça permet de jouer small ball, ça permet de jouer à un haut tempo. Ils ont toutes les options qu'ils veulent sur pick and roll. Ils peuvent flair, ils peuvent short roll, ils peuvent tout faire. Tu vois. Aujourd'hui, t'as des mecs qui jouent fond 5, parfois des Pradia, ils arrivent. Tu sais pas trop comment t'adapter, c'est dur à défendre. C'est sûr que c'est un point fort. Après. Le small ball, soit tu le fais payer, soit tu le payes. Ouais, mais aujourd'hui, là, tu vois, Pour l'instant, justement, ils le font payer. c'est que tu dis, c'est un point fort, et je suis d'accord, ça a été un point fort, sauf que là, en face, ils n'auront pas d'autre solution que de jouer small ball, le Real. Ouais. Donc, en fait, le fait de... On a toujours dit, quand tu joues le Real, il faut faire sortir Walter Tavares de la raquette. Donc là, c'était parfait. Ils avaient tous les intérieurs qu'il fallait, à part Nil Sako, pour pouvoir faire du spacing. Mais là, maintenant, t'as Garouba, t'as Dek, t'as Lyles, t'as Chouma Okeke. Les mecs ils vont switcher, ou alors les mecs ils vont pouvoir tenir, tu vois. Je veux dire que le gros avantage de Valence, c'est leur spacing, c'est leur capacité à ce que tout le monde puisse tirer à 3 points, mais du coup là en face il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de vrai poste 5, Ouais, mais tu perds un petit peu cet avantage. Contre le Je dis pas que ça va pas être leur force, je dis juste que le fait que Walter Tavares soit pas là, ça aide pas forcément Ouais, Valence mais sur cet aspect du jeu. quand parce que il, je vais respecter quand Walter il Tavares. était là, ça aidait pas non plus. Je crois que sur les 4 dernières confrontations championnat Euroleague, je crois que c'est 4 victoires du Real. Oui. Et à chaque fois, Walter Tavares fait des bons matchs. Tu vois. Donc moi je pense que Après, son absence. c'est un vrai joueur. Bah oui, en fait il t'impacte totalement ta façon de jouer, ta façon d'attaquer contre eux. Donc son absence est forcément quelque chose de bénéfique. Je pense que ça peut pas être quelque Pour chose Valence, de... tu veux dire. Oui, ça peut pas être quelque chose de négatif pour Valence, même si le Real va pouvoir, entre guillemets, comme tu dis, parfois switcher ou avoir des solutions plus propres à matcher l'attaque de Valence. Je pense que ça peut être que positif pour eux et ça peut que renforcer leurs chances. Aujourd'hui, ils arrivent en pleine bourre. Le Real un peu plus reposé. À voir. Écoute, à voir. Moi, je pense que les joueurs, ils ont fait le plein de confiance en battant cette équipe du Pana et qu'ils ont pris aussi quand même en expérience parce que revenir de 2-0 mentalement, ça te donne quand même un bon Oui. avantage psychologique. Valence Donc, a on va gagné voir. un match, il y a 1-1 sur la saison. Ouais. Et quand Valence gagne, Tavares, il fait 16 minutes, 1 point, 4 rebonds.
Donc il est dramatique. Et après, quand le match où le Real gagne, c'est Zonia qui est meilleur rival. Et Tavares, il fait 8,9 rebonds. Et là, il a été plus performant du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, l'absence de Tavares, bon, on le sait, c'est un joueur, franchement, qui change le visage de ton équipe. Sur la série contre l'Hapoel, ou même là, on arrive au Final Four. Qu'est-ce que ça va te coûter de ne pas avoir Tavares ? Bah, en fait, ça change tout. Il fait mais partie de. Il est dans cette caste de joueurs comme un Rudy Gobert, comme un Wembanyama, qui a cette dissuasion. Tu sais que quand il est là, la raquette, elle ne t'appartient pas. Tu joues Que différemment. tu sais que tes tirs dans la raquette, ils vont baisser en pourcentage. Tu tires plus vite, tu Ouais. tires de plus loin. Tu changes tout. La dissuasion, en fait. Tu changes tout. Donc la dissuasion. Donc juste la dissuasion. Dissuasion, en fait, mais rebond. c'est pas juste la dissuasion. En fait, c'est la C'est dissuasion une présence. en attaque, mais c'est la présence, c'est lors des rebonds, c'est les deflections. En fait, c'est tout ça qui joue un rôle. C'est-à-dire que c'est pas juste la dissuasion, c'est la présence d'être là. Et donc, forcément, bah, quand il est pas là, même mentalement, en fait, tu te dis, là, mon Je vais flotteur. pouvoir être agressif. Exactement, je je pourrais pouvoir réagir. y Mon flotteur, aller. j'ai 4 secondes pour le faire et j'en ai pas 3 en fait. J'en ai pas 3 ou j'en ai pas 2. J'en ai 4. Moi, je suis d'accord avec vous. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, Walter Tavares, il est pas là. Valence, c'est une équipe qui va chercher beaucoup de rebonds offensifs. Ça peut leur faire mal, etc. Sauf qu'en fait, Walter Tavares, il a pas joué la série contre l'Hapoel. Puisque Bah, le premier match, non, il se C'est pète. Oui. Ok. Malgré tout, le Real reste sur toutes les équipes qui ont joué les playoffs, deuxième au rebond défensif, Oui. Mhm. et c'est l'équipe qui laisse le moins de rebonds, deuxième équipe qui laisse le moins de rebonds offensifs. Donc même sans Walter Tavares, ça reste une de leurs forces le rebond. Il y a une nuance. Est-ce que la Poel est une équipe extrêmement agressive au rebond off? Bah, il faudrait que je te En trouve les dehors stats. En dehors de Dan Tourou, On a vu la est-ce qu'il y a Diabraham. une grosse On a présence vu- au rebond off? Est-ce que ça va chercher de la deuxième chance? Je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote. Je suis pas sûr, tu vois. Là, j'ai pas la stat, donc je pourrais pas te dire et m'avancer en disant ça. Mais en tout cas, moi, j'attends vraiment de voir cette confrontation parce que elle va être intéressante. Je pense que les intérieurs de Valence ont un vrai rôle à jouer, oui. Et notamment Nil Sako aussi, je pense qu'il aura un vrai rôle à jouer. Parce La que Poel était 7ème sur 8 équipes au Voilà. rebond offensif. ceci Là où expliquant Valence est cela. la première. Voilà, ceci expliquant cela. Donc, puis, Oui, mais aussi parce qu'ils ont joué le Real. bien sûr. Oui, bien Donc, sûr. Forcément. Mais bien sûr, mais après, c'est deux équipes de toute façon qui se connaissent très bien, qui jouent dans le même championnat, qui s'envoient en Coupe d'Espagne, qui s'envoient en championnat, qui s'envoient en Euroleague. Donc, à voir comment on a quand même le coach de l'année en face, hein, qui j'espère va cook ça, un plan de jeu assez bien. Mais c'est sûr que ça va être un bon match, ça va être un match intéressant. C'est vrai que sur la saison, la Poel est dernière au rebond offensif. Tu vois. Escariolo, c'est pas rien à par contre. Voilà. Donc, Lui, il prend des décisions, prend des décisions, il fait des choix, Il est capable de s'adapter, hein. il sait lancer les gens, donc... Il connaît un peu le basket, le monsieur. Ah bon, quand même. hein. Ouais, mais donc moi, alors vous partez tous les deux sur Valence. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que Madrid, pour moi, reste favori, malgré même sans Walter Tavares. Ok. Déjà, Madrid, c'est une équipe qui a un très haut pace. Donc en fait, même si Valence c'est le plus gros pace d'Euroleague, on sait que Madrid pour moi peut tenir sur ce jeu-là. Et en fait, j'ai du mal à voir autant je vois les petits de Madrid être capables de défendre les petits de Valence. Tu vois, il y a des forts défenseurs sur les lignes extérieures. On pense à Andrés Félix, on pense à Campazzo. On connaît le line-up défensif du Real avec Garouba, ouais, Deck, Baldé etc., aussi. Baldé et tout. Mais autant, j'ai du mal à voir Revers, Costello, Sako, etc. réussir à tenir la mobilité et le mouvement de Gabriel Deck, de Garouba et de Trey Lyles dans la raquette. Je pense que Valence va, et pas forcément sur le poste 5, parce que Garouba et Deck, c'est pas des 5, tu vois, mais sur la défense du mouvement sans ballon, ça va être difficile pour eux. Et le fait que Madrid puisse tenir le pace, donc peut matcher, on va dire, le point fort de Valence, et en plus peut appuyer sur du jeu sans ballon, qui est quand même bien mieux que ce qu'on a pu voir de la part du Pana. Pour moi, je vois Madrid quand même gagner ce match-là. Après, vous l'avez dit, si Valence arrive à chercher 15, 16, 17 rebonds offensifs et arrive à avoir de l'adresse à 3 points, ça va le faire. Mais pour moi, le problème, c'est que l'adresse à 3 points, elle est très dépendante aussi des grands à Valence. Et là, les grands, Garouba et Deck, ils vont pas attendre dans la raquette. Hein. Ils vont venir les contester, les tirs. Donc est-ce que tu vas réussir à avoir des tirs aussi grands ouverts que ce qu'on a vu sur la série face au Pana, où tu avais Kenneth Farid et Mathias Le Sort qui étaient en drop, qui attendaient dans la raquette pour être dans la dissuasion, donc tu pouvais jouer du pick and pop.
À voir. Moi, personnellement, Ouais, mais tu vois, à l'instar des derniers matchs, les grands, ils ont pas forcément. Sur la série, ils ont pas été hyper adroits, tu vois, contre le Pana. Et quand même, ils ont réussi à trouver de l'impact, à justement trouver des deuxièmes chances près du cercle, des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, comment il s'appelle Nathan Rivers, qui lui était un des mecs, justement, qui envoyait beaucoup. Sur la saison régulière, il n'a pas été particulièrement adroit non plus sur la série, tu vois. Il a raté beaucoup à 3 points. Mais pourtant, il allé chercher du robot off, il est allé chercher de l'agressivité, etc. Donc, moi, je sais pas si l'adresse à 3 points, bien sûr que ça va être un facteur, parce que c'est un sport d'adresse, le basket, mais je sais pas si ça va être vraiment la clé pour Valence pour aller chercher le match. Et puis après, on peut dire aussi que le Real, on a vu la série contre la Puel, ils étaient capables de passer quand même complètement à côté en termes d'adresse aussi. C'est ça. Donc sur un match, on va voir. On va voir. ouais, écoute, tu me dis les intérieurs, donc Pradilla quand même sur la série, Pradilla est très propre. il tire à 41% à 3 points. Pradilla est propre. Rever sur la série, ça c'est sur la saison, il est à 41%. Playoff, Ouais. tac, il est à 20%. Tu vois. Costello sur la série, il est à 31%. Et voilà, et après, comment ça s'appelle Il y a Ça- Braxton ça- Key, ça coïncide il y a pas. tout le Oui, monde qui c'est un, c'est Ouais, c'est un mais qui 3-4, joue quoi. dans justement parfois Ouais. ce faux rôle d'intérieur et tout, tu vois. Écoute, Mais- c'est intéressant, on verra. Dites-nous en commentaire qui est-ce que vous voyez passer. Moi, je vois Madrid passer. Franchement, Valence, ils me font kiffer. S'ils passent, ça me ferait kiffer, tu vois. Mm. Mais je pense que Final Four, ce sera déjà bien pour eux. On passe sur le deuxième match. Ouais. Fener contre Olympiakos. Bon, Brad, tu vois le Fener, j'imagine. C'est mon favori depuis le début de la saison. Est-ce que tu peux argumenter? C'est Non. faux. T'as dit le Pana était favori. Allez regarder la première émission. J'irai regarder parce que je sais plus ce que t'avais Voilà, dit. tu peux. Bah moi je peux te dire parce que j'ai regardé et je me suis tenu toute la saison. Le Fener est mon favori au back-to-back. Voilà, donc sachez-le. Première émission de la saison. Est-ce que je peux argumenter? J'ai pas trop envie, mais je vais le faire quand même. Non, bien sûr. Je pense que ça va être un match dur. Je pense que ça va être un match difficile. Ça va être un match difficile et on parlait du poste 5. On parlait du poste 5 et là il va y avoir un vrai sujet sur le poste 5. Cambridge a fait un excellent match, son meilleur match De sa vie. de sa vie, je te jure, contre lors du Il va rencontrer son ancien coéquipier Evan Fournier. C'est vrai qu'ils ont joué ensemble. Bah oui, je re-regardais la mini-série d'Evan Fournier qu'il a fait. Orlando. Et je vois Kember, je dis putain, Ouais. mais ils ont joué ensemble et tout. À Orlando, c'est vrai. Et donc voilà, il a fait son meilleur match, mais sauf que là, de l'autre côté, tu vas avoir des clients. Tu vas avoir des clients, donc tu vas avoir un plan de jeu qui doit être ultra strict parce que il faut que tu défendes Milutinov au rebond, offensif. Meilleure arme de Euroleague à ce niveau-là. Ouais, du poste 5, de l'autre côté, l'Olympiakos est très armé sur un poste, le poste 5, qui peut des fois faire défaut au Fener, même s'ils ont des joueurs. Ils ont Milutinov, faut défendre. Ils ont Terry Jones, faut défendre. Ils ont, comment il s'appelle Dante Hall, faut défendre. Donc ils sont surarmés sur ce poste 5 là, sachant que Mousfal ne joue pas. Tu vois, donc je pense que ça va être un vrai problème sur le poste 5. Par contre, tu peux vraiment contrarier cette équipe d'Olympiakos. Tu peux le contrarier de différentes façons, parce que défensivement, tu peux envoyer des mecs. Tu peux envoyer des mecs sur Taylor Dorsey et sur Sasha Vezenkov, qui marquera malgré tout, parce que c'est Sasha Vezenkov et le collectif lui permet. Mais je pense que tu peux envoyer les missions défensives de Devon Hall, les missions défensives de Bonzi Colson et de Tarik Biberovic pour venir contrarier l'effectif en face, que ce soit Taylor Dorsey ou même Evan Fournier, l'empêcher d'être sur ses spots et prendre feu. Donc je pense qu'on va Qui avoir... va tenir Corey Joseph? Je pense qu'on va avoir en fait une opposition de style. Bah c'est clairement ça. De toute Le façon, domicile. ce match-là, de toute façon, c'est l'épée contre le bouclier. Donc C'est ça. Exactement. c'est la grosse attaque contre la grosse défense. C'est ça. Après, Putain, t'as lu mes notes ou quoi? non. Mais au-delà de ça, même pour moi, en dehors, c'est même pas une question de match-up, c'est vraiment une défense. Quelle va être la réponse vraiment collective du Fener défensivement sur le système de l'Olympiakos, tu vois? Parce que envoyer un mec sur, par exemple, comme tu l'as dit, Vizenkov aujourd'hui en strict, on a vu Ça que marche pas. c'est pas la bonne Ouais. solution. Le mec, il va aller à 0, il va revenir, il y aura un Steiger, après il y aura un bad pick, il va descendre, et machin. Si tu le prends là, il y aura un mec qui sera ouvert là-bas. Donc maintenant, c'est comment le Fener va s'organiser dans ses rotations, quels choix ils vont vraiment faire. Laisse-le marquer. Moi, mon choix, c'est ça.
honnêtement. Ah, tu penses que c'est la stratégie comme quand LeBron était dans son prime? Non, parce que on va pas- les autres et va faire marquer LeBron. Parce qu'on va pas comparer les Browns à Shavenkov, mais Non. sincèrement, même de très loin, mais je pense que ma stratégie, si je devais en avoir une, c'est celle-ci, et tu veux verrouiller un maximum ton rebond. Tu verrouilles un maximum ton rebond. Alors oui, au basket, tu veux ton rebond, c'est un peu logique, mais vraiment, tu laisses peu de deuxième chance, parce que c'est sur ça que tu te fais avoir, et donc proposer peut-être des trappes, mais laisse Shavenkov en mettre 40. Laisse-le en Puis mettre après, 40. et on avait vu la news, même si le match n'est que dans une semaine. Ouais, le On mollet a bizarre. vu Mollet apparemment bizarre. Sacha Vezenkov a Inconfort du une gêne au mollet. Chez les top joueurs, on a vu généralement les gènes au mollet sur ces dernières années. Il faut porter le numéro 0. Ce que ça a donné. Si t'as pas le numéro 0, Giannis, il l'a bien vu. il bien s'est pas vu, fait- il s'est ouais. pas fait le tendon d'Achille. Non, Ouais, mais ça, il a c'est été un peu- out de toutes ces séries à chaque fois qu'il a eu sa gêne au mollet. C'est pas faux. Donc moi je le laisse. Moi je te dis sincèrement, mes 40. Mais par contre les autres je les coupe. C'est-à-dire que Taylor Dorsey, je veux pas qu'il commence le premier quart-temps, il arrive, il envoie 14 points à 4 sur 4 à 3 points, tu vois. Ça c'est pas possible. Tu peux pas gagner comme ça. Après, en prévision de ce match-là, pour moi, celui qui peut changer beaucoup de choses, c'est un joueur qui s'est remis très très bien merci à Monaco. C'est Evan Fournier. Evan Fournier, pour moi, il a retrouvé de la confiance, de l'adresse. Il peut être un vrai problème en plus dans l'équation pour le Fener. Et si lui, il est à un top niveau où il est capable de t'envoyer du 3 à 4-3 points, d'être agressif et d'être bon dans le scoring, bonne chance, Samet. Bonne chance, Samet. Ouais, mais qui est plus fort entre Biberovic et Evan Fournier à l'heure actuelle? C'est la question. Poto, mets du respect sur Biberovic. mon Moi, gars. les Béboric, je respecte. Voilà. Je Non, mais pas respecte assez. Tariq. Non, Mais- tu le respectes pas assez. Il a Tu fait le une série respectes. de playoffs de port. Hein. Ouais. Non, mais D'accord. oui, tu respectes. Eh, On respecte. sur le, On sur la, respecte. j'ai dit quoi? J'ai dit, moi mes joueurs, mes Factor X, c'était Tariq Biberovic et Bonzi Colson. Bon, Bonzi. Bonzi Colson, il a pas fait une mauvaise série, hein. Il a pas fait une mauvaise série. Défensivement, quand il était sur le terrain, il a T'as apporté. vu ce qu'il disait sur Montero tout à l'heure, et là il est en train de Quoi me dire que Bonzil Kosol fait pas une mauvaise série, alors que frère il a dû mettre 5 points sur la série. Mais frérot, au basket, y a que mettre des points ou quoi? Non, mais il a fait quoi d'autre? Bonzi Colson, c'est quoi son rôle? Il est pas là pour faire créer du jeu, il est pas là, c'est pas un fort rebondeur. Qu'est-ce Mais qu'il fait? défensivement, il a apporté. Mais arrête de quoi? Défensivement, il a. Bonzi Colson. Déjà, je sais même pas s'il a passé les 15 minutes sur un match, Bonzi Colson, sur cette série. Il s'est fait sortir de la rotation. Clairement, Biberovic a pris tout le temps Non, le mais jeu. attends, mais oui, mais Biberovic, c'est normal, c'est un cadre de cette équipe. Et Oui, Bonzi mais Colson, ils ont remis beaucoup Nando De Colo, ils ont joué beaucoup à deux arrières. Bonzi Colson, je vais regarder les temps de jeu. Pour peux. moi, il joue très peu sur cette série. mais Ouais. je te dis que quand il a été sur le terrain, Il a été bon. il a été bon. Efficient. Je te dis pas qu'il a joué 30 minutes. Calme-toi. Je suis pas d'accord avec ça. Bah, de toute façon, tu regardes, t'es un hater du Fener, on sait déjà. Oui. Bah oui. C'est sûrement ça. Et turc. Il préfère les fesses. Je suis contre les miens. Il préfère les Alors, fesses. voyons voir, Ouais, Bonzi il prend les Colson. Tac. Du coup, il joue 8 minutes sur le match 4, 8 minutes sur le match 3, Oui. 7 minutes sur le match 2 Oui. et 15 minutes sur le match 1. Oui. Il fait un bon match 1. Oui. Voilà. Ou comment ça s'appelle? Le Fener met plus 20 à Kaunas. Oui, et donc Donc sur la série, il est à 9 minutes, Oui. 2,8 points, Oui. 33,3% à 2 points. Oui. Il a mis un tir à 3 points, un tir à 3 points sur toute la série, Oui. donc 100% à 3 points. D'accord. Et 2 rebonds, voilà, 3,5 d'éval. Excuse-moi, je peux pas te dire qu'il a eu un impact sur la série. Mais alors, je vais répéter parce que je vois que t'es un peu sourd et peut-être c'est l'âge, comme tu vieillis. Je pense que c'est l'âge, donc je vais T'as dit répéter. Factor X Bonzi Colson sur la série contre J'ai Kaunas. dit, T'as dit j'avais- quand il a joué, il était bon. C'était ça, t'as dit. C'est exactement ça que j'ai dit. Quand il a joué, il a pas fait une mauvaise série. Est-ce que c'est que mettre des points En fait, pour être bon, il faut mettre 30 points. Non, Sinon, mais il t'es faut pas faire quoi? Bah, faut peut-être que tu fasses autre chose. Ah ben, Il a 2 rebonds de moyenne, mais alors attends. Défensivement. 0 passe. Mais frérot, mais depuis quand Bonzi Colson il fait des passes? Bah, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce Mais- qu'il fait alors? Ah ben, Il met pas de défensif. tir à 3 points. Mais il défend, frère. Qu'est-ce que je te Sur dis? 8 minutes, il défend. Allez, ok. Bref. Mais ouais, d'accord, ok. Quand ça va Kaledzakis qui tire pas, mais qui fait des défenses pendant. Il joue 7 minutes, on dit ah, rien Taman, t'es un génie d'avoir envoyé Kaledzakis, etc. Mais quand on dit Bonzi Colson il défend, ouais, super. Mais Frérot, Bonzi Colson, tu l'as vu défendre sur Sylvain Francisco ou Nadja Williams-Goss? Tu l'as vu défendre sur les meilleurs joueurs adverses de Kaunas? Mais frérot, il y a d'autres joueurs pour ça. Kaladzakis, quand il rentre, Il y a- Poto, il prend les meilleurs Mais joueurs. peut-être parce que c'est pas la même taille, imbécile. Donc du coup, forcément, il y a Devon Hall, il y a Derek Birovic pour faire ça. Pourquoi tu veux envoyer un mec qui fait 2 mètres face à un mec qui fait 1m70? Akrari ou Elbawin, il fait pas 2 mètres.
Karim, Ouais, tu un peux peu- pas envoyer un un peu- poste 3. Alpha Diallo, un peu plus il petit. fait la même taille que Bonzi Colson, mais tu l'envoies pas sur des meneurs. Ton argumentaire, il est pourri. Non, Bref, mais toi, vraiment. Bref. c'est quoi votre pronostic? Fener. Ah, franchement, je suis très indécis. Je suis très Le indécis. Fener. Et j'espère que Moi, vous allez moi, mettre j'ai- 20 j'ai- points. J'ai confiance au Fener, mais c'est très indécis. T'as vu, ton micro, il est là. J'ai confiance en Samet. C'est chaud. Et Non, mais c'est rien. non, mais c'est trop Le match, indécis. le match va être difficile. Ouais. Ça peut pencher dans un sens comme dans l'autre. Après, bien sûr, là, j'essaie du subjectif, et donc j'aimerais que le Fener passe pour mon prono déjà, et parce que je préfère cette équipe, même si j'adore l'Olympiakos. Mais moi, je crois que le Fener peut le faire. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a la malédiction de la première place. L'Olympiakos a fini premier. Le Fener a bien pris soin de ne pas finir premier sur cette saison d'Euroleague. Et vous parlez du bouclier contre l'épée. Moi, aujourd'hui, je vois la défense du Fener trop forte par rapport à l'Olympiakos. On a vu sur les premiers matchs face à Kaunas, c'est des mecs. On parlait de Sylvain, de Maodolo, etc. Les tirs à 3 points qu'ils vont avoir, ça va être des tirs difficiles. Donc oui, t'as des mecs qui peuvent mettre des tirs à 3 points. Tyler Dorsey, Evan Fournier, et surtout Tyler Dorsey qui peut mettre des tirs difficiles. Mais ça va être des tirs difficiles. Tu peux switcher, on sait que c'est une équipe qui switch beaucoup avec Nicolo Melli. Alors, Moi, j'ai rien dit on encore. sait que l'Olympiakos, je pense qu'ils sont capables de jouer un high-low avec Vezenkov, tu vois. Ça, c'est quand même une équipe qui est capable de le faire. Mais pour moi, le Fener, ils ont tenu Kaunas à 29% à 3 points, alors que Kaunas était la meilleure équipe à 3 points sur cette saison. Je veux mettre quand même du respect sur Jasikevicius. On adore Barzokas. Jasikevicius, depuis qu'il est arrivé au Fener, j'ai pas envie de dire que c'est un sans faute, mais presque. Donc je pense que le Fener va réussir à ralentir le pace de cette équipe de l'Olympiakos, va prendre soin de la balle, ne va pas donner du jeu rapide pour les Tyson Ward, pour les Vezenkov, etc. Tu l'as dit, le rebond, bah ça on peut le dire pour tous les trucs. C'est clair. Mais le Fener, c'est pas une si mauvaise équipe au rebond. Ils sont 7ème sur la saison Euroleague. T'as quand même des mecs qui sont capables de te prendre du rebond. T'as des guards qui sont grands aussi, avec Wade Baldwin, avec Taylor Horton Tucker, qui peuvent te chercher du rebond. T'as Devon Hall qui est malin aussi pour aller chercher du rebond offensif de temps en temps. Je vois cette équipe du Fener. Moi, je suis d'accord. Quand je vois comment c'est en train de se dérouler ces playoffs, pour moi, c'est les favoris. Parce que le Real, autant je les vois passer Valence, autant s'ils arrivent en finale contre le Fener, sans Walter Tavares, je les vois pas battre le Fener. Après, l'avantage, c'est que c'est toujours plus facile d'avoir des certitudes défensives qu'offensives. C'est ça. Parce que la défense, l'attaque peut dépendre de l'adresse, de facteurs Surtout à l'Olympiakos. qui peuvent varier, oui. Mm. Donc, le c'est Fener, sûr que le Fener part avec plus de certitude. Mais encore une fois, après, Ils ont eu comme des on l'a trucs- dit, sur un match, tu sais pas. C'est ça. Il y a quand même deux envoyés de Al-Qaïda Ouais, là, je te avec jure. Taylor Dorsey et Evan Fournier qui peuvent mettre là, à tout moment la ceinture et Et ça part, tu vois. En Genre, fait, tu vois, le truc, c'est que pour moi, si t'as un switch et que tu te retrouves avec Melly ou Birch ou je sais pas quoi, ou Yantunen sur toi, en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de vrais créateurs pour les autres au niveau, je vois ce que je veux dire. de l'Olympiakos. Evan Fournier, on sait qu'il va dribbler pour surtout shooter à 3 points. Tyler Dorsey, même s'il joue... il joue son 1 contre 1 et tout, on sait que le tir qu'il va prendre, ça va être un tir bourbier, etc. et qu'il va pas créer de décalage sur les autres. Donc, à mon avis, c'est Olympiakos, allez-y, tirez à 35% avec des tirs hyper contestés, Après, ou aller chercher du Mais rebond, après, le Après, Fener. Vas-y. ou sinon vous pouvez pas exister. T'as oublié l'option Corey Joseph. T'as oublié l'option Non, Corey mais Joseph. Corey Joseph, peut-être il va jouer. Franck Ntilikina, peut-être il va Non, jouer aussi. ouais, J'en sais rien. Montemoris, peut-être, je sais pas. Mais non, mais au-delà de ça, Barzokas peut faire appel à eux. Et dans un deuxième temps, le Fener a aussi montré des fois des difficultés à scorer. Ça a été une réalité. Défensivement, t'as été fort. Mais offensivement, t'as eu des problématiques. Ça a été mieux, surtout quand Nando il est arrivé aussi pour apporter cette création. Donc tu peux avoir cette difficulté-là aussi de dire, bah ouais, défensivement on est bien, mais par contre offensivement on n'arrive pas à trouver de l'adresse et on va tomber, et c'est pour ça qu'ils ont perdu le match contre Kaunas, dans, bah vas-y, Wade Baldwin joue et THT joue. Tu vois. Difficulté à scorer, oui et non, parce que quand même sur la série contre Carnos, ils mettent 89, 86, Je pense 78 que le match sur où ils perdent, et 94. sur la sur la saison. saison. Sur la saison. Oui, mais bon, Donc- après c'est une top défense. Mais c'est ça, ça a, C'est toujours ça. été, ça a toujours été une top défense, et même et on le disait quand Nando est arrivé, on disait bah, ça va leur faire du bien offensivement sur de la création. Donc tu peux aussi être dans un mauvais jour où offensivement tu t'y retrouves pas, mais c'est vrai que défensivement t'as toujours été présent. De toute façon, moi comme je dis, j'espère que je viendrai avec mon maillot du Fener dimanche prochain. Hop là. Pour le débrief. Très bien, on a fait le tour sur le preview. Votre pronostic, donc Fener champion. Valence champion, bien sûr.
Fener champion, je pense. Très bien, on enchaîne sur la question de la semaine. Gros, La question de la semaine qui nous a été posée par Samet. Ah, c'est ça, mec. Merci Samet, on est ensemble. On voit les ensemble drills. En gros. Il faut sauver le soldat TJ Short. Quelle destination vous voyez pour TJ? Ah, c'est compliqué. Hein. Il Bah. y a le fameux projet du partisan, mais Moi je le verrais bien en partisan. Hein. en vrai, En vrai. on a dit qu'ils avaient besoin d'un mec pour porter la balle, Franchement, pour prendre des partisan, ce serait responsabilités. lourd, hein. On a vu que ça a Même ajouté étoile rouge, hein. des pièces Avec intéressantes. Shima Moneke et tout. Bah après, Étoile Rouge, on avait dit qu'il y avait Chris Jones qui était, Oui. qui était peut-être en Ah chemin. oui, parce que donc, Cody Miller McIntyre, il va où déjà? Olympiakos, potentiellement. Olympiakos, ouais. Ah oui. potentiellement. Ouais, mais bon, si tu prends. Pour moi, tu peux prendre Chris Jones Oui, tu peux prendre les et deux, TJ Short. Tu Hein. peux prendre les deux. Mais en vrai, ouais, après, à voir avec la valse qui va se passer en été, qui va où, mais Milan n'ont pas de meneur. Hein. Sachant que Queen Ellis il part en NCA. est-ce que tu vas aller à Milan? Bah, Milan, pour moi, t'es déjà dans un meilleur dispositif, sachant qu'Ettore Messina Ah oui. est parti, Mm. que Opana. Dans tous les cas, Y a pas de meneur. il sera toujours Paris, ils dans ont un pas de meilleur meneur. endroit. Pareil, ils ont des meneurs, mais ils ont Justin Robinson. Ouais, mais Nadir Rifi, il part pas. Pour l'instant, Pour l'instant, il faut pas. il part pas, hein, je crois. Retour du. Non, il reviendra pas à Paris, je Oui, pense. Mais tu vois, on parlait du Barça qui cherchait des meneurs. Enfin, il y a des équipes. Il n'y a pas une équipe qui vous ferait plus kiffer que d'autres. Non. Moi, je vous dis la vérité. Si Cody Miller McIntyre il part, Étoile Rouge. il y a Shima Moneke dans l'équipe, son meilleur pote. Tu mets à l'Étoile Rouge avec une fanbase comme ça et tout. Il va se De régaler. toute façon, la réalité, tu sais quoi? Ouais, si on est honnête, il sera parfait partout où il ira, excepté Opana, parce que Ouais, c'est Ariataman est une merde. Ouais. Voilà. Là, en fait, pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire que C'est ça. peu importe où TJ va, il sera beaucoup plus épanoui. Et s'il a un coach avec un cerveau, ce qui n'est pas le cas d'Ataman, Ouais, mais alors il sera bien utilisé. Regarde, j'appuie sur mon truc de l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge, qui est une équipe qui, sur jeu placé, est catastrophique. Tu ramènes un joueur comme TJ Short, qui, comme Cody Miller McIntyre, est capable de jouer 1 pick, 2 picks, 3 picks par possession. On a vu ce que quand tu Ah le bah mets dans oui, ce système-là, bah c'est sûr. qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ouais. Donc franchement, ça peut être hyper intéressant. Clairement. Après, TJ Short, pour moi, c'est ce qu'on a vu cette saison de lui, c'est pas son vrai C'est pas niveau. lui, mais- C'est un joueur qui peut apporter à énormément d'équipes. Mais bien sûr. Maintenant, dans quelle disposition il va être, moi ça me ferait kiffer de le voir déjà avec son meilleur pote, de le voir avec une fanbase comme il y a l'Étoile Rouge qui va Qui vraiment va le le pousser, soutenir, qui va le soutenir, et il va Qui va lui redonner de la confiance, parce que C'est c'est ça surtout. Ce qui est dommage avec lui, c'est que bah, tu vois un mec qui sort d'une top saison, aller dans une pseudo super team, où justement. Où justement tu te dis ah, bah, c'est bon, c'est le cap qui est passé et tout, c'est vraiment là où il va vraiment inscrire son nom et tout, puis au final ça se finit comme ça se finit là, c'est vraiment dommage. Donc maintenant la seule chose je pense qu'on peut lui souhaiter c'est retrouver un projet où de un, comme tu dis, il sera soutenu, on va lui redonner de la confiance qui va lui permettre de performer et il va pouvoir s'y épanouir et jouer son basket et qu'on va pas l'insulter parce qu'il joue au basket d'une certaine façon. On est d'accord. Juste parce qu'on parle souvent de Lorenzo Brown comme joueur qui a été écrasé par Guy Ataman. Donc Lorenzo Brown, qui je rappelle, avant d'arriver au Pana, était All-Euroleague Second Team, qui avait fait une série de playoffs exceptionnels Avec face au le Maccabi. Panathinaikos, avec le Maccabi. L'année d'avant, c'était Luca Vildoza qui était passé à la Oui. trappe comme ça. Luca Vildoza, quand il arrive au Pana, c'est pareil, hein. Il sortait sa saison avec l'Étoile Rouge. Poto, c'était un fort joueur. C'était un vrai joueur. Donc franchement, Ergin Ataman, va te faire enculer. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces. Désolé pour les problèmes de micro au début de l'émission, voilà, Ozan a... J'ai oublié de lancer T'as pas fait son l'enregistrement. travail. Mais au moins, je m'en suis rendu compte pendant l'émission. Je m'en suis pas rendu compte à la fin. Donc normalement, la fin de Voilà. l'émission sera bien. Likez, soutenez, envoyez, mettez @Euroleague pour qu'ils puissent nous donner des, S'il vous plaît. du buzz, pitié. Et Laissez-nous les images. Et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer du champion Euroleague. Et de la victoire de Valence. du Fener. Allez, Alex. Max.